qu'on est dans un système, tu vois, pour résumer, hyper pyramidal, où tu as toi ton compte courant à la banque, ta banque a un compte courant à la banque centrale, ce compte courant à la banque centrale, il rapporte des intérêts au jour le jour, mais ton compte courant à toi, il rapporte pas d'intérêt. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment on arrive, entre guillemets, pas à casser cette pyramide, si tu veux, parce que le système bancaire est construit comme ça, mais à horizontaliser tout ça. De sorte à ce que toi, en tant que particulier, toi avec ta société, ta holding, ta SCI, ta société d'exploitation, peu importe, tu puisses avoir au jour le jour, en gros, exactement ce que la banque a à la banque centrale. Si tu prends l'argent de tous les Européens de la zone euro dans les banques sur des comptes courants, l'ordre de grandeur, je crois que c'est 5 000 milliards. Tu vois. Okay. Et si tu ajoutes à ça les comptes à terme, qui sont les produits de placement traditionnels pour avoir du rendement sur des dépôts en banque, tu es autour de 8 000 milliards. Notre objectif actuel, en extrapolant la croissance organique et en supposant qu'on continue mois par mois à grossir autant qu'on a grossi depuis le début de l'année, ça va assez vite. On aura atteint 1 milliard de dépôts à la fin de l'année. Salut Paul-Adrien, comment ça va? Salut Andrea, ça va? Super, merci. Ravi de te recevoir. En plus, je suis content parce que c'est mon nouveau setup, donc tu es le premier à passer. Où je me suis acheté le bon matériel, les bonnes lights pour avoir un meilleur rendu. C'est magnifique en tout cas. Donc j'espère que ça rendra bien à l'écran. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du nouveau format. Je suis vraiment content de te recevoir. Je l'annonce tout de suite à ceux qui ont l'habitude de m'écouter, mais je pense que Spyco, donc ta société, ça va être l'une des pépites françaises, enfin l'une des prochaines fintech dont on va entendre parler. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Merci Andrea. Moi, c'est Paul-Adrien, donc je suis le cofondateur de Spyco. J'ai 32 ans. J'ai une formation à l'origine d'économiste. J'ai fait Normal Sup, failli faire un doctorat d'économie. Je me suis tourné ensuite vers le service public et j'ai rencontré, pour la petite histoire, mon associé Antoine au corps des mines. On était dans la même promotion tous les deux. Et on a monté Spyco il y a maintenant à peu près 2 ans. Ça fait 1 an qu'on existe parce qu'on a mis 1 an à avoir notre agrément, à construire notre MVP, etc. Et on est dans l'industrie de la gestion de trésorerie. Donc c'est une fintech française. Toute l'équipe est à Paris pour l'instant. Et on aide les particuliers, les sociétés de toute taille à faire travailler leur cash facilement. Vous êtes 2 cofondateurs? Absolument. C'est quoi les rôles un petit peu? Vous avez un peu le même background ou lui c'est plus CTO, toi CEO? C'est plus, ouais, effectivement. Donc on a quand même une partie de notre trajectoire commune parce qu'on s'est rencontrés dans la même école, etc. Antoine, lui, est plus ingénieur que moi de formation. Donc aujourd'hui, dans la boîte, concrètement, il s'occupe du produit. Donc c'est lui qui a la roadmap produit. Il est très proche de la tech. Il s'occupe des opérations aussi en interne. On a beaucoup d'opérations quotidiennes en fait, pour faire fonctionner le produit. Et moi, je suis CEO, donc je fais de la partie sales, le business développement, le marketing, etc. Et les podcasts. Ok, et les podcasts, ouais, c'est le rôle du CEO. Et vous avez levé des fonds déjà? Absolument. On a levé très tôt, en fait. On a une histoire assez marrante avec First. Et coucou à Pierre Entremont qui peut-être nous écoutera. C'est grâce à lui qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, donc c'est grâce à lui que le podcast a lieu aussi. Absolument. On le salue. Donc First, ils sont connus pour être assez agressifs, à financer des sociétés très tôt, et c'est ce qu'ils ont fait avec nous. On n'avait même pas de société d'un point de vue juridique en fait quand ils nous ont fait une term sheet. Quelques semaines en fait littéralement après qu'on ait décidé vraiment de se lancer et de bien travailler la vision. Donc ça c'était milieu d'année 2023. On a relevé des fonds en début d'année avec toi notamment. Et là on close notre série A avec Index pour du coup un total de 20 millions d'euros à peu près qui va vraiment permettre de nous donner une envergure plus importante et de développer le business en Europe. Donc au total 20 millions d'euros, mais donc au début vous avez levé combien? Juste pour faire chaque étape, la première levée c'était combien? 3 millions. 3 millions. Et là, donc là il investit sur vous, oui. Alors que vous n'avez même pas encore de produit, vous n'avez rien quoi. Rien. C'est fou, que sur vous. 2 associés, ouais. On avait Index, c'est tout. Ça c'est dingue. Sur un PowerPoint. Exactement. Okay. Ouais. C'est beau qu'il y ait des fonds comme ça, je trouve, c'est important. Ouais, je pense qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, en tout cas en France. Et donc, je pense qu'ils ont un rôle vraiment important là-dedans. On n'est pas les seuls, je pense, avec qui ils font ça. Donc, c'est effectivement hyper précieux. Nous, ça nous a fait gagner plusieurs mois. C'est une évidence. Ok, donc 3 millions. Ensuite, Index à la fin, c'est une levée de fonds que tu vas annoncer prochainement. Absolument. Donc, on verra quand le podcast sort. Peut-être qu'elle sera déjà publique, mais c'est imminent. Donc là, on lève 15 millions avec Index. Okay. Et plus l'investissement qu'on a fait avec toi, entre autres, au début d'année, ça mène à peu près, à peu près à 20 millions d'euros. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur ton parcours, notamment universitaire. C'est assez rare de voir des parcours comme ça. Et du coup, moi, j'ai plein de questions.
Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'avais entendu dire que tu étais sorti major de promo de Polytechnique. C'est vrai ou pas? Ça, c'est Antoine. Ah, c'est Antoine, c'est ton associé? Ok, Absolument. d'accord. Et je me disais, putain, mais déjà, Polytechnique, c'est chaud, mais alors major de promo. Je crois pour la petite histoire, il a majoré à l'entrée et à la sortie. Alors, qu'est-ce que ça signifie, tiens, majorer à l'entrée et à la sortie? En fait, typiquement, le parcours, c'est tu fais une classe prépa 2 ans après le bac. Ensuite, tu postules au concours. Donc, tu as un classement d'entrée en fonction des notes, quoi. Et ensuite, tu as un classement, en l'occurrence à l'X, c'est pas le cas systématiquement, mais à Polytechnique, c'est le cas, de sortie. Donc, major à l'entrée et à la sortie, c'est que tu es arrivé premier sur le concours d'entrée et que tu es arrivé premier sur le classement de sortie. Attends, ça, c'est un doublé que je connaissais pas, celui-là. Il doit être assez rare, celui-là. Je pense, ouais. Je pense. C'est vraiment... Ok, d'accord. Et du coup, j'avais des questions sur à quel point c'est difficile de rentrer à Polytechnique. Et en gros, comment... Tu vois, il y a peu de podcasts qui parlent de cette formation, finalement. Enfin, voilà, à quel point c'est dur. Et puis après, j'ai plein d'autres questions. À quel point ça aide dans l'entrepreneuriat derrière ou pas forcément. Oui. Tu vois, quand tu fais Polytechnique, est-ce que tu deviens plus facilement entrepreneur ou plutôt tu as d'autres carrières? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la formation en tant que telle? Je pense que... Donc, moi, j'ai fait Normal Sup, donc, tu vois, mais c'est à peu près proche en termes de... C'est pareil, tu fais une prépa, tu passes un concours et ça fait partie des concours les plus difficiles à intégrer. Je pense que la prépa est une bonne école quand même, parce que ça convient pas forcément à tout le monde, mais si tu as un parcours, enfin un état d'esprit assez académique, etc., je pense que c'est quand même une très bonne école de formation, parce que c'est hyper intense. Tu passes 2 ans dans un environnement où il y a énormément de concurrence, etc., avec des examens réguliers, la perspective du concours de sortie. C'est quand même une formation riche, quoi. Ça dépend des prépas que tu fais. Donc, tu as des prépas plutôt littéraires, tu as des prépas scientifiques. Donc, le contenu n'est pas exactement le même. Mais globalement, la dynamique et l'esprit est assez proche, quoi, je pense, à travers toutes ces formations. Et là, c'est plutôt scientifique, les prépas pour ces écoles-là? Voilà, l'IX, c'est vraiment prépa scientifique. Moi, j'ai fait une prépa qu'on appelle BL, qui est mi-scientifique, mi-littéraire, et qui te donne accès soit aux écoles de commerce, soit à Normal Sup, typiquement. La plupart des gens cherchent à rentrer à Normal Sup, spécifiquement dans cette track, on va dire, parce que c'est un peu le Graal, quoi, dans ce cursus. Mais effectivement, ouais, c'est un peu de tout. Et tu as aussi des prépas purement littéraires, pour le coup, où tu fais de l'histoire, de la littérature, de la philo, et vraiment zéro science. Mais j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est qu'au-delà du contenu de la formation en tant que telle, c'est le rythme, la résilience qu'il faut avoir. J'ai l'impression que tu parles plus de ça là quand on parle que le contenu en lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un entraînement de sportif de haut niveau. Exactement. Et au-delà et ce qui va vraiment t'aider pour la suite, peut-être aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, tu sais prendre de la charge mentale, tu sais tenir des rythmes importants. Exactement. Tu as du focus, tu es dans un environnement où il y a une concurrence permanente. Donc je pense que c'est quand même assez proche du business finalement. Où tu as un produit, il faut toujours l'améliorer, il faut toujours qu'il soit meilleur que la concurrence. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une bonne école. Et l'analogie que tu fais avec le sport est intéressante. Le sport aussi, je pense, de haut niveau, c'est évident que c'est les mêmes états d'esprit, quoi, et que ça peut bien te préparer à l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a de la compétition au final, c'est-à-dire que vous êtes peu dans ces classes-là. Et donc, du coup, au-delà des notes, il y a aussi un classement qui se fait quand même au fur et à mesure. Tout le temps, en fait. C'est un peu... Et c'est ça qui convient pas forcément à tout le monde, si tu veux. C'est que c'est quand même un truc où tu es en permanence classé. Tu as des espèces d'examens blancs, oui, je crois que de mémoire, ça s'appelle comme ça date un peu maintenant. Mais en permanence, tu fais des concours blancs, ils appellent ça, qui sont des espèces de fake concours, tu vois, construits sur le même modèle que le concours de sortie, et qui te préparent à ça. Donc, tous les trimestres, semestres, tu as un nouveau concours blanc, en permanence, tu es noté. Donc, c'est un environnement quand même assez particulier. Où tu as une espèce de concurrence en permanence, quoi, on se rend pas compte, hein, c'est marrant que tu en parles, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait, que c'est un environnement de compétition, en fait, plus que ce qu'on imagine quand on connaît pas. Oui. Et si on vient juste au-delà du rythme, sur le contenu en lui-même, c'est quoi les skills qui font que quand tu sors de ces écoles-là, sur le marché, tu es un peu bankable Je pense que les maths, c'est une bonne école globalement, parce que tu vois, c'est hyper carré, tu dois démontrer un truc, c'est vrai, c'est faux, enfin, ça demande une rigueur vraiment, vraiment importante. En BL, j'ai trouvé qu'aussi les exercices de dissertation sont intéressants. Tu vois, c'est des exercices très longs, tu as 6 heures sur des thèmes hyper ouverts, en philo, en histoire, etc. Et ça laisse pas mal de place à la créativité, et ça demande d'avoir une structure assez rapide quand tu construis ta disserte. C'est des schémas mentaux, je pense, que tu intègres et qui sont assez utiles ensuite, tu vois, pour vraiment construire des gens bien structurés, etc. Et ce qui aide dans l'exécution ensuite, je pense. Et alors, quand tu sors de ces écoles, à quel point c'est vrai que toutes les portes s'ouvrent? À quel point c'est une vérité? Est-ce que c'est possible, par exemple, de postuler quelque part quand on a ta formation et de ne pas être recruté, par exemple, ou globalement, tu peux un peu rentrer partout?
Ben, ouais, je pense qu'en France, tu as un peu, mais c'est aussi un défaut du système français. Tu as quand même pas mal de recruteurs qui attachent énormément d'importance au tampon de l'école euh, et aussi au cursus. Tu vois, par exemple, j'ai l'impression qu'au Royaume-Uni, par exemple, les choses sont un peu plus ouvertes. Euh, Tu vois, les cabinets de conseil en strat, les banques d'affaires, etc., recrutent un peu tout type de profil. Du moment que tu as fait des études dans des environnements d'élite. En France, on a encore les maths un peu reines, si tu veux, les cursus scientifiques un peu au-dessus. Je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal, mais en tout cas, c'est assez français, quoi, tu vois. Tu as moins ça dans le monde anglo-saxon, j'ai l'impression. Mais il y a une vérité du terrain, c'est-à-dire que quand tu sors après, Oui. globalement, mais est-ce que c'est un peu comme dans les films, tu reçois plein d'offres d'emploi ou c'est pas non plus comme on Non. peut imaginer Attends, objectivement, tu galères un peu, tu cherches des stages, tu postules à des trucs, c'est pas si facile. Ok. Ah, C'est même quand comme même, ça, c'est pas si facile. Non, je pense pas, parce que tu vois, des grosses promos au Lix, ça doit être 400 personnes, HEC, c'est l'équivalent. Mais bon, Euh. si tu regardes, oui, c'est pas beaucoup du coup, c'est-à-dire que 400 personnes qui sont le top de ce qui peut se faire en, tu vois, en parcours universitaire. Tu vois, il y a plus que 400 offres d'emploi pour des types de postes importants comme ça, tu vois. C'est vrai, mais après, tu vois, tu as d'autres très bonnes écoles d'ingé, d'autres très bonnes écoles de commerce. En vrai, c'est quand même assez. Je sais pas si c'est le mot compétitif est juste, mais c'est pas si simple, quoi. Tu vois, t'as pas des trucs tout tracés, etc. Faut un peu construire ta voie. Et à Normal Sup, je dirais encore plus qu'ailleurs, parce que c'est une école qui est très réputée, si tu veux, mais où en fait, tu es hyper libre. Ce qui est ses avantages et ses inconvénients. Tu construis vraiment ton cursus toi-même. Si jamais tu t'organises pas, que tu cherches pas toi-même des stages, que tu cherches pas des opportunités à droite à gauche, en fait, elles tombent pas du ciel. Et c'est quoi le salaire moyen quand tu sors de ces écoles-là? Écoute, honnêtement, c'est difficile à dire. Je dirais que, enfin, ça dépend quand même beaucoup là où tu vas. Tu as des gens, tu vois, en finance, en conseil en strat, en tech. Je pense que c'est les salaires les plus élevés. Tu as aussi des gens qui font de la recherche, qui vont dans des boîtes où les structures de rémunération sont moins importantes. Ah oui. Je dirais que ça doit varier entre 40K et 60-70, tu vois, grand max. Ah ok, donc, oui, donc quand même ça va, c'est pas non plus comme aux États-Unis, genre où ça part directement à plus de 100 000 dès le début. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment, surtout aujourd'hui, je pense, une échelle de... Enfin, les ordres de grandeur de salaire aux États-Unis et en France ou en Europe continentale sont vraiment élevés, quoi. Ok. T'es pas du tout sur des comptes stratosphériques comme on peut voir dans le monde anglo-saxon. Ok. Et alors du coup, donc parcours universitaire, donc deux cofondateurs qu'on fait les deux meilleures écoles, on peut dire, Polytechnique et Normal Sup, c'est ça? Ouais. Et ensuite, vous vous êtes lancé dans la même industrie derrière ou vous avez eu un parcours un peu... vos chemins se sont éloignés et recroisés après? Écoute, ouais, nous, on a un parcours un peu marrant pour des entrepreneurs parce qu'on est passé par le secteur public, en fait. Tu as des choses, enfin, un cursus un peu particulier qui s'appelle les grands corps encore, que tu peux rejoindre soit à la sortie de l'ENA, soit à la sortie de Polytechnique, ou via Normal Sup par des voies d'accès un peu plus étroites, on va dire. Et nous, on a fait un de ces parcours qui s'appelle le corps des mines. Donc, c'est les gens qu'on appelle parfois les X-mines, tu vois, actuellement. Et c'est un parcours où tu l'intègres après l'X ou après Normal Sup, typiquement. Et en fait, tu as une formation qui dure 3 ans, tu passes 2 ans d'entreprise et après, tu as vocation à rejoindre le secteur public. Et à bosser quelques années, c'est assez variable. Tu vois, tu as des gens qui restent très peu de temps, d'autres beaucoup plus, qui font même toute leur carrière dedans. Et donc, nous, on a fait ça. Antoine, mon associé, sur une track de plutôt ingé, donc il a travaillé sur la numérisation des services publics. Et moi, dans une track plutôt financière. J'ai bossé successivement à la Commission européenne et à la Direction générale du Trésor, qui est un organe d'une administration de Bercy, du ministère des Finances, sur des sujets de réglementation financière. Okay. Donc, comment tu régules, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent ce jargon, les marchés actions, les marchés obligataires, tous les types d'instruments financiers qui existent, quoi. Et on s'est lancé après avoir fait ça, si tu veux. Donc, on a tous les deux bossé à peu près 3-4 ans dans le secteur public, après le corps des mines, et ensuite monté une boîte, ce qui est plutôt rare quand même. Bah oui, et en plus, je me disais, c'est pas la voie la plus, dans laquelle tu t'enrichis le plus en général, non, quand tu vas dans le service public, non? Écoute, c'est assez intéressant quand même parce que déjà, c'est large. Tu vois, après le corps des mines, tu peux rejoindre, bosser sur plein de choses différentes. Tu as des gens qui vont dans la régulation de l'énergie, d'autres des marchés financiers comme moi, d'autres dans les services publics, la numérisation des services publics comme Antoine. Donc, tu as quand même une palette de choix assez large, tu vois, donc c'est très ouvert. Tu peux facilement aussi passer d'un secteur à l'autre assez rapidement. Globalement, tous les 2 ans, tu peux changer. Donc, en début de parcours, je trouve que c'est assez intéressant. Tu vois, tu bosses sur des sujets importants et donc c'est plutôt motivant. J'ai interviewé ici Mathias, qui s'occupe du marché Europe de Trade Republic. Ouais. Et on n'en a pas parlé pendant le podcast. Et en off, il me disait, putain, mais Paul Adrien, parce qu'on a parlé de toi. Je ne sais plus comment on est arrivé à ça. Il dit, je le connais très bien quand il travaillait
Enfin, je sais pas quel était ton poste avant exactement. Au Trésor. Ouais, Au Trésor, quand tu travailles au Trésor, on dit ça, quand tu travailles au Trésor, en fait, Mathias, il avait un sujet de réglementation pour sa banque, je crois qu'elle était une banque hollandaise qui voulait s'implanter en France. J'ai oublié le nom, je sais pas, peut-être tu t'en rappelles ou... À l'époque, il était déjà chez Trade Republic. Ah d'accord, ok. Ouais, je pense que ça devait être Trade Ça Republic. devait être Trade Republic, ouais. Et en fait, il a commencé à échanger avec toi. Et est-ce que c'est vrai le fait qu'en discutant, il a aussi nourri un petit peu ton envie peut-être de lancer une entreprise Est-ce que c'est vrai ça ou pas? Ouais, écoute, c'est possible. C'est difficile à dire avec certitude, mais c'est possible. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, moi, en l'occurrence, donc spécifiquement, je m'occupais de la réglementation des marchés financiers. Tu parles à plein d'acteurs différents du secteur privé. Tu as les bourses comme Euronext, par exemple, où s'échangent les titres. Tu as les traders qui vont faire du trading littéralement sur la plateforme. Tu as des courtiers comme Trade Republic qui ont des clients particuliers ou institutionnels. En l'occurrence, c'était particulier chez Trade Republic, mais tu as aussi l'équivalent dans le monde instit qui vont placer des ordres pour leurs clients sur ces plateformes. Donc, tu parles à plein d'acteurs différents. Et c'est vrai que tu as une certaine proximité avec le secteur privé, tu vois, et tu es dans une position un peu particulière où tu dois définir la norme, en fait, qui s'applique à tous, dans une logique d'intérêt général. Donc, tu n'es pas censé prendre parti pour l'un ou l'autre. Tu es censé réfléchir un petit peu de façon abstraite, si tu veux, à qu'est-ce qui est bon pour la société. Et c'est assez intéressant, tu vois. Et surtout dans les secteurs où, comme le mien, tu as beaucoup de perspectives différentes et tu n'as pas un lobby massif, tu vois, qui est très puissant et qui influence beaucoup la décision publique. Ce qui est plus le cas dans l'univers des banques, des assurances, tu vois, où il y a vraiment un lobby industriel hyper structuré. Les marchés financiers, comme c'est beaucoup plus atomisé, plein d'acteurs différents, de logiques différentes, c'est assez enrichissant. Et ouais, j'ai fait pas mal échanger avec Mathias, qui était, je suis quasi certain, chez Trade Republic déjà à l'époque, qui avait plein de sujets d'exécution des ordres sur les plateformes, de remontée des prix, etc. quoi. Et du coup, en fait, c'est le meilleur moyen peut-être pour lancer une boîte d'air, parce qu'en fait, vu que tu touches à tout l'écosystème, plus tu es au cœur un petit peu des mouvements, des évolutions, même juridiques, des encadrements. En fait, c'est le meilleur endroit pour découvrir une faille ou avoir une idée de projet au final, parce que tu vois tout le marché, quoi. Ouais. Donc tu peux tout de suite voir s'il y a un manquement quelque part. C'est vrai. Déjà, tu as beaucoup de boîtes qui se montent et qui se construisent sur une évolution réglementaire, ça c'est sûr. Donc être un peu dans la machine, voir ces évolutions réglementaires, c'est vrai que ça peut donner des idées. Et c'est pas du tout absurde, tu vois, de se dire je vais monter une boîte parce que, je sais pas, il y a la facturation électronique qui arrive, donc c'est une opportunité de marché évidente. À contrario, je dirais, comme c'est assez macro quand même la position que tu as, tu n'es pas dans un secteur hyper précis. Donc si tu veux, tu vois beaucoup de choses, mais tu n'as pas forcément, ça c'est difficile d'acquérir une compréhension hyper fine d'un secteur. Précisément parce que tu es un peu en surface, tu vois beaucoup de trucs. Et ça, je pense que c'est vrai que tu vois aussi beaucoup de gens qui montent des boîtes après avoir vu un problème hyper concret, tu vois, dans une industrie particulière. Il n'y a peut-être rien de mieux pour voir ça qu'être un peu au cœur de la machine dans une boîte du secteur. Tu vois. Après, je pense à Alan, que j'ai reçu Charles, l'un des cofondateurs. Et au final, eux, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas immiscés dans une évolution juridique, mais ils se sont juste immiscés dans un secteur qui méritait d'évoluer, mais pas forcément sur... il n'y avait pas forcément de changement au moment où ils se sont mis dessus, quoi. Oui. Ils ont juste voulu digitaliser, prendre en direct l'expérience client. Je pense qu'Alan, c'est un type de boîte vraiment intéressant parce que tu peux te dire, en fait, la mutuelle, ça marche pas très bien. C'est à peu près sûr qu'on peut faire un acteur plus numérique, plus efficace, etc. Donc, je fais une mutuelle. C'est hyper ambitieux et eux, ils se sont dit ça de zéro. Et pour la petite histoire, nous, Jean-Charles, le cofondateur et CEO d'Alan, est investisseur, business angel chez nous depuis le début. Et il nous avait beaucoup vraiment sensibilisé à cette approche-là, quoi, de prendre un problème évident, une vision hyper ambitieuse et te dire, moi, je vais juste faire un acteur meilleur que ça, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement, comme tu le dis, dans cette logique-là, de s'insérer un peu dans un petit trou de souris. Tu vois. Tu peux dire, en fait, la banque, ça ne marche pas très bien, je vais faire une banque. Quoi. C'est ça. Donc, c'est une approche qui est intéressante aussi, je trouve, et pour le coup, hyper ambitieuse quand tu montes une boîte. Quoi. Et du coup, comment tu as eu l'idée de Spyco? Ça t'est venu à quel moment Ouais. Nous, on a fait... Donc, c'est assez intéressant parce qu'il y a un play à la fois tech dans ce qu'on fait et un play à la fois très pratico-pratique, tu vois, autour de la monnaie. On s'est lancé, nous, on a commencé en tout cas à réfléchir à une idée de fintech et à trouver l'idée de Spyco début 2023. Début 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à peu près un an après le début de la guerre en Ukraine et de la reprise de l'inflation par ailleurs aux États-Unis puis en Europe. Les banques centrales avaient beaucoup remonté les taux dès en gros mars, juin 2022. Et donc on atteignait des niveaux de taux d'intérêt qu'on appelle le taux sans risque, quoi, le niveau de la banque centrale. On pourra en reparler plus tard pour expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais qui était vraiment très élevé, quoi. Et tout le monde le voyait bien dans le monde du crédit.
emprunter coûtait d'un coup beaucoup plus cher. En revanche, les gens ne le voyaient pas trop sur leur trésorerie. Tu continuais à avoir des comptes courants à 0%, c'était difficile d'avoir des intérêts sur son cash. Et donc, nous, on s'est dit très concrètement comment ça se fait que c'est comme ça, quoi. On a commencé à réfléchir au pourquoi du comment. Donc ça, c'était la partie vraiment très concrète, tu vois, la vision sur le cash, produit, dont on reparlera. Et on avait aussi une approche plus tech, un peu de plomberie financière, et qui, ça, venait pas mal de moi, l'expérience que j'avais développée au Trésor en interagissant avec tout ce qu'on appelle les infrastructures de marché. Donc les places boursières, toute la plomberie qui existe derrière, les grands notaires de la finance, qui en fait sont des industries qui ont été numérisées. C'est pas vrai de dire qu'elles sont encore à l'âge papier, mais qui, depuis la première vague de numérisation, n'ont pas énormément évolué. En tout cas, pas suivi l'évolution des bases de données, etc., telles qu'elles se sont développées depuis. Et donc on s'est dit, il y a tout un truc sur cette plomberie financière, en fait, de registre de propriété. Qui détient quelle action, qui détient quelle obligation, comment je peux transférer tel instrument financier ici et là, à développer. On a rejoint les deux en fait en se disant on va développer des produits très simples de gestion de trésorerie qui génèrent des intérêts tous les jours, qui sont liquides tous les jours et qui ont une infrastructure derrière de tenue de registre. Donc la base de données de qui détient quoi, comment je peux transférer mon placement de trésorerie, etc. Vraiment moderne, quoi. Et avec la vision générale de potentiellement l'appliquer à toute l'industrie financière, c'est-à-dire à tous les types d'instruments financiers un jour, mais très centré au début sur le monde du cash et de la gestion de trésorerie. Donc en gros, quand les taux ont augmenté, on peut dire les taux de la BCE, c'est ça? Quand ces taux-là ont augmenté, en fait, quand ces taux-là augmentent, nous, quand on place son argent à la banque, du coup, la banque, eux, le replace sans nous le dire. Par exemple, si c'est sur ton compte courant, ils le replacent au taux de la BCE, par exemple 3%, et ces 3%, ils ne te les redonnent pas, ils les gardent pour eux. Exactement. En gros, et donc toi, quand tu as vu ça, tu t'es dit quoi? C'est pas normal qu'en gros, les Français mettent de l'argent dans leur compte courant, ou même quand tu as ta boîte, tu as ta trésorerie dans ta boîte. Absolument. Et tu t'es dit, y a trois, en fait, les boîtes et les Français, les particuliers pourraient gagner 3% d'intérêt par an, c'est par an. Absolument. Annualisé, mais tu le gagnes tous les jours. Mais en réalité, tu le gagnes tous les jours. Okay, ça, c'est un autre point, on va rentrer dans le détail de toi, ce que tu as réussi à faire. Et au final, il n'y a aucune transparence, il n'y a aucune obligation de la banque de te dire ces 3%-là, moi je les ai placés, je m'enrichis sur ton dos un peu d'une certaine manière. Absolument. Y a pas de... Mais toi qui étais au Trésor, est-ce qu'il n'y a pas des lois qui auraient dû être passées de ce point de vue-là, d'avertir le client final qui est quand même un consommateur, on sait qu'il y a des droits quand même autour des consommateurs, de te prévenir que quand tu as par exemple 1 000 € à la banque, s'il ne se passe rien, en plus il y a l'inflation, donc tu perds de l'argent tous les jours. Absolument. Il n'y aurait pas un peu des sujets qui sont passés quand tu étais au Trésor? Je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, quand tu crées un produit de placement de trésorerie pour redonner justement ce qu'on appelle le taux sans risque, c'est-à-dire ce taux de la BCE en euros, le taux de la Fed aux États-Unis, le taux de la Banque d'Angleterre en pound, ces produits, et c'est ceux qu'on a développés nous, c'est très réglementé, ça s'appelle les fonds monétaires. Et il y a une exigence de transparence sur les frais de ces fonds qui est très importante, ce qui est très bien. Il faut que en fait, les gens comprennent littéralement combien ils payent de frais. Mais de façon assez paradoxale, ton argent sur un compte courant à la banque, dans un compte de paiement, dans un établissement de paiement, en fait, tu n'as pas accès à cette information. Tu as un coût d'opportunité qui est le taux sans risque. Et la banque ou l'établissement de paiement n'a pas une obligation de te communiquer sur en fait, combien d'argent ils se sont fait avec. Alors, c'est le business de la banque de prendre des dépôts et de faire des choses avec ces dépôts. Mais l'esprit d'une banque, c'est de faire des choses, on va dire, entre guillemets, productives, si tu veux, avec ces dépôts. Donc des prêts, des placements, etc. Et il y a toute une réglementation pour s'assurer qu'elles ne prennent pas trop de risques, avec des obligations de fonds propres, des ratios de liquidité, etc. Mais le simple fait qu'elle puisse effectivement placer cet argent dans un compte à la Banque centrale qui, au jour le jour... Et elle le fait en plus, c'est pas qu'elle peut. Elle le fait, évidemment. Elle le fait, en général, 100% est placé, non? Sans prendre le moindre risque, si tu veux, juste en ayant genre son compte courant à la Banque centrale, comme toi, tu as ton compte courant à la banque, sans te redonner ce rendement, ça interroge un petit peu, ou sans en tout cas qu'il y ait une obligation de transparence sur ça. De communication sur combien elle gagne avec. Et donc, c'est vrai qu'on est dans un système, tu vois, pour résumer, hyper pyramidal, où tu as, toi, ton compte courant à la banque, ta banque a un compte courant à la Banque centrale. Ce compte courant à la Banque centrale, il rapporte des intérêts au jour le jour, mais ton compte courant à toi, il ne rapporte pas d'intérêt. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment on arrive, entre guillemets, pas à casser cette pyramide, si tu veux, parce que le système bancaire est construit comme ça, mais à horizontaliser tout ça. De sorte à ce que toi, en tant que particulier, toi, avec ta société, ta holding, ta SCI, ta société d'exploitation, peu importe, tu puisses avoir au jour le jour, en gros, exactement ce que la banque a à la Banque centrale. Et ça, c'est pas simple à créer parce qu'en fait,
la réglementation dit que seules les banques peuvent avoir un compte à la Banque centrale. Donc tu pourrais te dire, ce qu'il faut faire évoluer, c'est cette règle, que tout le monde puisse avoir un compte à la Banque centrale. C'est un peu le projet d'euro numérique, etc. Mais ça soulève beaucoup de questions sur finalement la monnaie, l'accès de l'information d'une autorité publique à ce que tu fais avec ton argent au quotidien, etc. Une autre façon de faire ça, c'est de faire ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire de créer des fonds monétaires qui mettent l'argent dans des bons du trésor, qui sont les placements sans risque par référence, enfin de référence si tu veux, et redonner l'intérêt des bons du trésor en prenant un petit take rate dessus au client final. Ok, attends, là du coup, j'ai pas bien compris cette partie-là parce que donc vous, ce que vous proposez, c'est pas de placer l'argent à la BCE. Non, tu peux pas. En fait, nous parce que réglementairement, tu n'aurais pas le droit. Ou il faudrait que tu aies un agrément peut-être spécifique ou... En tout cas, je pourrais pas avoir un compte. Enfin, je pourrais pas t'ouvrir un compte, toi Andrea, personne physique ou holding d'Andrea à la BCE. Tu vois, ça c'est une prérogative d'une banque en fait. Donc à moins que tu deviennes toi-même une banque, si tu veux, c'est pas possible de scaler ça. Ok. Donc la façon, je dirais pas détournée, mais alternative de le faire, c'est de créer des produits de placement de trésorerie qu'on appelle les fonds monétaires, qui sont en fait des fonds de placement collectif. Donc, ils poolent de l'argent et ils l'allouent dans des actifs. Et les actifs dans lesquels tu veux allouer cet argent pour avoir la proposition de valeur équivalente, si tu veux, d'un point de vue financier, à un compte à la Banque centrale, c'est de le mettre dans des actifs sans risque, c'est-à-dire de la dette de l'État à très court terme, et on appelle ça des bons du trésor. Ok, là c'est bon, c'est très clair. Alors, la question technique que je vais te poser, c'est ces bons du trésor que tu achètes. Donc, par exemple, si j'achète des bons du trésor français, qui est en fait la dette française, à court terme, donc qui est sans risque, parce que il y a un risque, c'est que l'État français fasse faillite. Tout à fait. Et donc, du coup, il est très minime. Oui. À quel point ça te rapporte autant que le taux de la Banque centrale, tu vois ce que je veux dire? À quel point c'est un équivalent ou à quel point ça rapporte plus ou moins, tu vois? Par exemple, la Banque centrale, si elle est à 3%, un bon du trésor français, c'est plutôt genre à 2,5, 3,5 ou c'est aussi à 3, tu vois? Parce que ça reste des produits différents. Ça reste des produits différents, tu as raison. Et en fait, quand l'État français émet un bon du trésor, il va voir le marché. Donc, ce marché, ça a l'air assez abstrait comme ça, mais en fait, c'est plutôt bien organisé. Il va voir une dizaine de grandes banques et il dit je vais émettre telle quantité d'argent sous forme de bon du trésor. On met en place un système d'enchères et ce système d'enchères détermine le taux auquel j'emprunte. Mais pour des raisons, si tu veux, financières assez évidentes, en fait, il n'y a pas de raison que ce taux diverge fondamentalement du rendement, enfin du taux de la BCE. Pour prendre l'exemple, tu vois, en euros de l'État français et de la Banque centrale européenne. Pourquoi? Parce que, si tu veux, imagine tu es une banque, tu as une alternative, tu as du cash, tu peux le placer soit à la Banque centrale, soit dans des bons du trésor de l'État français. Les deux sont à très court terme, parce que c'est de l'argent, tu vois, très liquide. Les deux sont sans risque, parce que finalement, le pouvoir de création monétaire, il est au niveau de la Banque centrale et de l'État. Donc, tu n'as pas de risque de crédit, de défaut vraiment dessus. Et s'il y a une divergence entre les deux, ça doit être arbitré. C'est-à-dire que si le taux de la BCE est beaucoup plus élevé, tu vois, il n'y a pas de raison qu'en fait, ce ne soit pas corrigé et vice-versa. Donc, tu observes, c'est jamais parfaitement aligné, mais globalement, c'est extrêmement, si tu regardes sur longue période, extrêmement corrélé et au-delà de la corrélation même aligné peu ou prou en niveau. Un peu au-dessus, un peu en dessous, ça dépend des États, ça dépend des zones monétaires, mais globalement, c'est la même chose, quoi. Tu peux le voir comme quelque chose de très proche. Ok, très clair. Et du coup, tu penses que combien les Français pourraient épargner en plus chaque année si, par exemple, tout ce qui est en banque, en fait, la banque serait obligée de rendre aux Français? Tu penses que ça représente combien? Je sais que c'est en milliards. Mathias, il en avait parlé. Ouais. Il me semble que c'est genre... je sais plus, mais je dirais peut-être 20 milliards ou 50 ou un truc comme ça. Il en avait parlé, mais... c'est cool, d'économie que voilà, les Français pourraient avoir. Et je crois que ça représente, même en termes de pouvoir d'achat pour les Français, ça représenterait genre plusieurs centaines d'euros par Français en plus. Donc c'est énorme. C'est colossal. En fait, je crois les ordres de grandeur, si tu prends l'argent... alors, disons au niveau de la zone euro, tu vois, donc les 19 États membres de la zone euro, dont la France, si tu prends l'argent de tous les Européens de la zone euro dans les banques sur des comptes courants, l'ordre de grandeur, je crois que c'est 5 000 milliards. Tu vois. Okay. Et si tu ajoutes à ça les comptes à terme, qui sont les produits de placement traditionnels pour avoir du rendement sur des dépôts en banque, tu es autour de 8 000 milliards, je pense. Donc en fait, c'est colossal. Ouais, donc tu fais un pourcentage, tu fais par exemple 2% de 5 000 milliards, puis tu arrives sur ton calcul. Exactement. Donc ça varie un peu, parce qu'en fait, la Banque centrale va monter et baisser ses taux. Mais globalement, c'est des ordres de grandeur dès lors que les taux sont positifs, c'est des montants qui sont considérables. Ouais, donc là, je me faisais le calcul, 2% de 5 000 milliards, ça doit faire 100 milliards, je pense.
Ça fait 100 milliards d'économies. Ça. Et je pense quand Mathias a dû t'en parler, peut-être les taux étaient à 3-4%, Voilà, ça devait être 150-200 milliards. Voilà, c'est ça. Et alors, toi, la complexité que tu avais avec ton projet Spyco, c'était que pour pouvoir fonctionner comme la BCE, tu devais donner un taux d'intérêt par jour. Et donc, du coup, ça, quand tu achètes un bon du Trésor, ça ne le fait pas. Donc, tu as dû créer un produit. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait? Oui. Et aussi, juste pour la petite parenthèse, pour les gens qui nous écoutent, on appelle ça RWA. C'est quand tu tokenises un actif du monde réel. C'est par exemple, je sais pas, un immeuble, tu tokenises ça sous forme de, je sais pas, 1000... Alors, tu as deux étages, deux éléments importants à bien comprendre. Tu as la partie financière, comment tu construis un produit de placement de trésorerie liquide avec des intérêts tous les jours et aucune contrainte sur combien et quand tu peux retirer ton argent. Et tu as ensuite la partie tech, l'infrastructure derrière que tu veux créer pour rendre ça le plus efficient possible. Du point de vue financier, ce que tu veux faire, comme on s'est dit avant, c'est acheter des bons du Trésor. Pourquoi ? Parce que c'est l'actif sans risque par excellence. Donc tu ne veux pas de risque de crédit et tu veux un actif extrêmement liquide et de très court terme. Donc c'est le bon du Trésor. Tu vois, on peut arrêter ça là. Ensuite, tu peux te dire, je vais acheter un bon du Trésor. Sa maturité, ça va être très court, disons 1 mois. Quand il mature, j'en achète un nouveau, etc. Ça, c'est possible, mais c'est assez difficile et c'est assez opérationnel parce que tu dois le faire à chaque fois que tu arrives à la maturité, tu dois en racheter un nouveau, etc. Et puis, tu as un problème aussi parce que si ça dure 1 mois et que tu veux rémunérer tous les jours, tu peux pas parce que si je veux retirer mon argent au bout de 2 jours et que tu m'as acheté un bon sur 1 mois... Comme c'est des produits extrêmement liquides avec des marchés très profonds, tu vois, l'ordre de grandeur, c'est que aux États-Unis, les données sont plus transparentes qu'en Europe. Les volumes d'échange de bons du Trésor américain, c'est 200-300 milliards de dollars par jour. Okay. Donc en fait, tu peux l'acheter et le vendre extrêmement facilement avec quasiment aucun coût de transaction. C'est vrai aussi en fait du bon du Trésor français, du bon du Trésor allemand globalement, même si c'est pas les mêmes montants. Le marché américain est beaucoup plus profond encore, mais ça reste monstrueux, tu vois. Donc en fait, le vendre en permanence, c'est pas très compliqué, et donc tu peux te dire en fait, je l'achète, je reste 2 jours dessus, je vais prendre 2 jours d'intérêt globalement, et ensuite je vais le revendre. Donc ça, c'est possible, mais tu dois avoir toute cette mécanique d'achat et de vente. C'est très compliqué pour la plupart des gens et tu veux faire en gros une abstraction de cette complexité pour les gens, les particuliers, les boîtes, etc. qui placent leur trésor. D'où le produit que tu crées qui est un fonds monétaire qui va être en fait un espèce de wrapper, un truc qui va pouler, si tu veux, plein de bons du Trésor et qui va, pour le compte du client, faire ce rebalancing tous les jours, tu vois, en fonction des titres qui maturent dedans. Donc si vous allez par exemple sur notre site spyco.io, vous pouvez voir notre produit euro, Spyco Euro. Il est en permanence transparent sur l'intégralité des bons du Trésor qu'il détient. Et toute la réallocation en fonction de la maturité, etc., elle est faite automatiquement pour le compte du client. Pour avoir un produit super simple où tu as des intérêts positifs tous les jours, tu peux retirer ton cash à n'importe quand. Et tu sais que le sous-jacent est sûr, quoi. Donc ça s'appelle... En fait, pour arriver à ça, il faut construire un fonds monétaire. Et ensuite, quand tu construis un fonds monétaire, la question que tu peux te poser, c'est comment je le construis d'un point de vue technique. Quelle base de données j'utilise pour tenir le registre? Le registre, ça veut dire le ledger, la base de données de qui est propriétaire, de combien de parts. Andrea a fait un dépôt le jour J, Marie, Antoine, que sais-je, a fait un autre dépôt. Il faut savoir précisément qui a fait quoi, quand et qui détient quoi. Donc ça, c'est la base de données, le registre en fait. Complètement analogue à une banque ou un établissement de paiement, tu vois. BNP a un registre de qui a quel dépôt chez elle. C'est obligatoire en plus, j'imagine, d'avoir un registre. Ouais, et puis de fait, tu es obligé, quoi, tu vois, d'un point de vue fonctionnel. Et la question, c'est sur quel type de base de données, quelle technologie de base de données tu utilises pour gérer ce registre. Et nous, on a fait un choix d'utiliser des bases de données qu'on appelle les blockchains, si tu veux, pour gérer plus efficacement le registre. Et pourquoi on a fait ce choix? Essentiellement pour 2 raisons. Une, c'est que c'est des bases de données qui offrent pas mal de transparence. Et quand tu construis un produit de placement de trésorerie, tu veux pas que ce soit une black box. Parce qu'il faut que les gens en fait, puissent facilement voir ce qu'il y a dedans, comprendre comment il fonctionne. Et il n'y a rien de mieux que ça, pour faire ça, si tu veux, que la tokenisation. Et tu mentionnais le terme de RWA. RWA, c'est un actif, disons, du monde réel, un bon du Trésor, un appartement, que sais-je, que tu tokenises, c'est-à-dire dont tu crées les parts sur une blockchain, d'un point de vue technique. Donc ça, c'est l'aspect transparence. Et l'autre aspect intéressant de la blockchain, c'est que c'est une base de données qui fonctionne en permanence, en continu, de façon décentralisée. Et quand tu es dans le monde du cash, pouvoir transférer ton argent en continu, ça a beaucoup de valeur. Et malheureusement, ce n'est pas la norme aujourd'hui. Tu vois, il y a des heures d'ouverture des banques, il y a des heures d'ouverture des marchés. Tout ça fonctionne seulement les jours ouvrés, de telle heure à telle heure. Donc tu fais un virement le week-end, alors tu peux le passer sur Instant SEPA, mais si tu tapes le plafond d'Instant SEPA ou si ta banque ne te permet pas d'avoir un plafond à 100K, tu ne peux pas le faire.
Donc l'idée qu'on a eu, nous, c'est en tokenisant des parts de fonds monétaires et indirectement des bons du trésor, qui sont le sous-jacent. En fait, on permet de transférer un équivalent cash en continu 24/24 dans le monde entier. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu fais l'abstraction, si tu veux, tu crées une couche au-dessus des frontières géographiques. Les systèmes de paiement et de marché traditionnels étant construits souvent en silo sur des géographies données, quoi. Okay. Donc tu tokenises des bons du trésor indirectement. Partout dans le monde, ou c'est juste des bons du trésor d'États spécifiques? D'États spécifiques. Donc nous, pour l'instant, on fait que 2 devises, l'euro et le dollar. Pour l'euro, on utilise des bons du trésor français. Okay. Progressivement, on va sans doute élargir à d'autres États de la zone. Tu fais pas vraiment Allemagne, pour l'instant ou... Au tout début, on avait fait France-Allemagne. Okay. Après, on s'est mis à faire que France. La profondeur de marché des bons du trésor français est très importante. Pour que vous ayez les ordres de grandeur en tête, le programme de bons du trésor de l'État français, c'est autour de 200-300 milliards. Donc en fait, tu as 200-300 milliards déjà qui peut aller là-dedans, sans parler de l'élasticité, parce qu'après, tu peux émettre plus et du coup avoir davantage si tu veux. Mais c'est très profond. Si tu veux, nous aujourd'hui, on a 200 millions dans le bon du trésor, dans le produit euro, donc dans les bons du trésor français. Donc tu as des clients qui ont déposé 200 millions d'euros chez Spyco. Exactement. Enfin, en tout plus, parce qu'on a aussi le dollar. Okay. Et donc on fait aussi le bon du trésor de l'État fédéral américain. Et bientôt, on va lancer, peut-être quand le podcast sera sorti déjà, le pound, la livre sterling. Okay. Donc, on aura aussi des bons du trésor. Est-ce que les taux sont différents selon les États, par exemple? Est-ce que si j'achète des bons du trésor français, ça va me rapporter plus que des bons du trésor US ou allemands, par exemple? Alors, malheureusement pour nous, moins que les bons du trésor US, mais tu as complètement raison. Les taux des bons du trésor ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et ce qui les détermine, c'est ce qu'on se disait avant, c'est la politique monétaire. C'est le taux directeur de la banque centrale du pays en question. Donc pour nous, ça va être le taux directeur de la BCE. Pour les Américains, ça va être le taux directeur de la Réserve fédérale américaine, qui est la BCE US. En Angleterre, ça va être la Banque d'Angleterre, etc., etc. Après, ça s'ajuste un peu dans le monde en général sur ces pays-là. Après, il n'y a pas la fiabilité du pays aussi, vu que c'est des bons du trésor et de la dette. Tu vois, si tu achètes un pays qui a moins les reins solides, tu vois, on sait qu'en France, avec les monuments, etc., il y a une espèce de truc qui fait que c'est compliqué de faire faillite. En fait, pour plein de raisons, c'est compliqué pour un État un peu développé, on va dire, un peu structuré, de faire faillite. Tu as le patrimoine, comme tu l'évoques. Tu as la base fiscale aussi, en fait. Alors, il y a un peu ce qu'on appelle la courbe de l'affaire. Tu vois, un moment où, en fait, tu as atteint un tel niveau de fiscalité que c'est contre-productif d'augmenter les impôts. Mais tu peux te dire, par exemple, raisonnablement que les États-Unis, en tout cas, n'en sont pas là. Donc, en fait, la réserve de base fiscale américaine est hyper importante. Et au-delà de ça, même sans parler du patrimoine sous-jacent et de la fiscalité, en fait, on vit dans un monde où la monnaie, c'est du crédit. Donc l'État peut toujours créer de la monnaie, soit directement, soit via la banque centrale, et se rembourser sa propre dette, si tu veux. Donc après, logiquement, ça fait de l'inflation, ça dévalue la valeur de la monnaie, ça pose la question du sous-jacent, tu vois. Et un jour, à d'autres époques, on a eu de la monnaie assise sur des instruments physiques, sur de l'or, par exemple. Aujourd'hui, tu as des gens qui croient que la monnaie devra un jour être assise sur le Bitcoin, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, ça, on a complètement coupé depuis la fin de la convertibilité, notamment du dollar en or, dans les années 70. On a complètement coupé l'assise physique extérieure, si tu veux, de la monnaie. Donc la monnaie, c'est du crédit. Et comme l'État... Voilà. Il a la main dessus, il peut utiliser la planche à billets et en régénérer. Exactement. Alors sur la fiscalité, c'est quoi le sous-jacent de ce que tu dis? C'est-à-dire qu'en gros, c'est par exemple s'il y a un problème de défaillance, c'est quoi? Ils viennent prendre dans les comptes la fiscalité, c'est quoi? Ils augmentent par exemple de 10% l'impôt sur le revenu et en gros ils se rémunèrent comme ça, quoi. C'est ça que tu avais en tête? Tu as pas mal d'impôts différents. Tu peux augmenter la fiscalité de la consommation avec la TVA, tu peux augmenter la fiscalité du travail ou du capital avec l'impôt sur le revenu, avec, si on parle que du capital, la taxe foncière, tu peux créer des impôts sur la fortune. Enfin, tu vois, les législateurs et l'État sont souvent assez créatifs, surtout en France, pour créer des nouveaux impôts. Donc tu as pas mal de façons de faire différentes. Tout n'ont pas la même incidence. Et globalement, tu peux te dire qu'il y a un moment où ça peut devenir contre-productif. Tu vois, si les gens arrêtent de travailler, donc en fait, tu as moins de recettes fiscales, ils arrêtent de consommer, tu as moins de recettes fiscales. Mais il y a un moment avant que ce soit contre-productif, si tu veux, où tu peux toujours augmenter un peu. Mais globalement, le bon du trésor, c'est le truc le plus fiable qui existe, quoi. Donc, tu as choisi l'actif réel le plus fiable qui existe au monde, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. L'alternative, c'est... C'est comme si tu avais des parts, tu acheté une dette de la Tour Eiffel, de machin. Enfin, tu vois, faudrait que... C'est compliqué faudrait que l'État fasse faillite, quoi, pour que ton modèle marche pas. Et vu que tu prends que des pays ultra développés, c'est la fin du monde, la fin du capitalisme, presque. Il y a un problème. Oui. Et dans tous les cas, du coup, ça voudrait dire que si tu as ton argent en banque, de toute manière, on te la prendrait. Oui. Donc globalement... C'est clair que tu peux raisonnablement dire que c'est sans risque, modulo l'inflation.
Tu vois, en fait, tu peux craindre que tu as des gens qui ne sont pas à l'aise de conserver, si tu veux, ce qu'on appelle des fiat, des euros ou des dollars, parce qu'ils sont persuadés que, et ce qui est assez vrai tendanciellement, par rapport à certains actifs physiques, la monnaie se déprécie. Donc tu peux te dire, moi en fait, je préfère épargner en or, épargner en bitcoin, épargner dans que sais-je, plutôt que garder de l'argent en banque ou dans le système traditionnel, soit en banque, soit dans un fonds monétaire, soit dans un établissement de paiement, typiquement. Mais ça reste assez marginal. Tu vois, globalement, en fait, la monnaie reste l'euro pour les échanges dans notre pays, etc. Donc, est-ce que c'est possible que l'inflation dépasse le taux du bon du trésor? C'est qu'en gros, je passe sur Spyco, je mets 10 000 euros, donc j'ai une rémunération de 3% par an, par exemple, sur un bon du trésor, admettons que c'est, et que l'inflation soit à 5. C'est possible que ça arrive mécaniquement avec l'économie, où un bon du trésor est toujours supérieur Non, c'est complètement possible. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon économique, on appelle ça aussi la répression financière. Tu vois. L'État peut toujours décider quasiment via la Banque centrale ou autre mécanisme à combien il emprunte et emprunter pour moins cher que l'inflation dans le pays. Tu vois. Donc tu peux tout à fait te retrouver dans ça hyper fréquent. Tu vois. Et en ce moment d'ailleurs, on doit être à peu près à un rendement des bons du trésor et à une inflation équivalente. Je me demande si l'inflation n'est pas un peu supérieure, il faudrait vérifier. C'était moins le cas avant. Enfin bref, tu retrouves vraiment ça en permanence. L'idée, c'est de dire qu'au moins, tu veux sur ton cash avoir accès au taux sans risque, avoir à minima le rendement des bons du trésor, parce que l'alternative qui est d'avoir du cash soit à 0% sur un compte courant, soit immobilisé à des taux inférieurs ou équivalents au rendement des bons du trésor, ça n'a pas de sens. Et un autre point qui m'intéresse, c'est que quand tu places ton argent à la banque, si tu dis par exemple tu vas placer dans un compte à terme, moi j'ai déjà utilisé des comptes à terme et le minimum de temps d'un compte à terme c'est 1 mois. Oui. Et pourquoi les banques elles te proposent pas un compte à terme où elles te rémunèrent tous les jours comme toi? C'est parce qu'elles n'ont pas la technologie blockchain que toi tu as réussi, la plomberie financière dont tu parles depuis le début que tu as connecté derrière. C'est qu'en fait c'est pour créer de la contrainte. Parce qu'effectivement moi je préfère avoir mon argent chez toi et être rémunéré tous les jours et sortir quand je veux, plutôt que le compte à terme où en gros on dit c'est 1 mois, 3 mois, 12 mois, et si tu fais 12 mois, ton argent il est bloqué, t'es pas liquide, alors qu'au final c'est le même taux que tu proposes chez Spyco. Donc c'est ça que je comprends pas aussi, tu vois. Écoute, à l'ordre 1, la raison c'est pas la technologie, c'est une pure raison de business model. Le business model d'une banque, c'est collecter des dépôts et de faire des choses plus productives avec et d'empocher la différence de taux entre ce qu'elle fait avec et ce qu'elle reverse sur les dépôts. Plus elle peut garder des comptes courants à 0% ou offrir des comptes à terme qui bloquent l'argent à des rendements qui sont sous-optimaux, on va dire, le mieux. Donc c'est vrai qu'en France, et on peut même généraliser à l'Europe continentale avec un bon niveau de certitude, les banques dominent la distribution, enfin l'univers du paiement et la distribution de produits de placement de trésorerie et même d'investissement. Tu vois, malgré le développement des néobrokers, des néobanques, etc., ça reste quand même massivement dans le système bancaire traditionnel. Et elles ont créé une dichotomie entre le compte de paiement qui est le compte courant, qui par défaut n'a pas de rendement, et le compte de placement qui est le compte à terme, où l'argent doit être bloqué au moins 1 mois, avec des échéances contractuelles que tu négocies au-dessus, donc souvent c'est plusieurs mois, avec des pénalités si tu retires avant, etc. Tout ça, c'est beaucoup de complexité qui est, si tu veux, qui sert les banques, en fait, pour le dire concrètement. C'est pas, y a pas vraiment d'autres raisons que ça. Il n'y a pas d'autre raison. En fait, il n'y a pas d'autre raison à part le business model des banques, en fait. Exactement. Alors après, c'est vrai que pour faire des choses, si tu veux, il peut y avoir une dimension technologique que tu rajoutes dessus pour permettre les transferts en temps réel de l'argent qui rapporte du rendement, pour permettre de verser des intérêts, tu pourrais imaginer à la seconde, littéralement. Tout ça, c'est des trucs, il peut y avoir des aspects tech, mais c'est vraiment d'ordre 2, si tu veux, par rapport à l'ordre 1, qui est une raison juste de business model des banques. Et donc, nous, on essaye de casser ça, très concrètement, avec les fonds monétaires. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder les États-Unis, où ça, c'est beaucoup plus avancé comme dynamique que ce que nous, on connaît, nous. Et c'est ça qui nous a inspiré au début de l'aventure avec Antoine. Nous, on a regardé, en fait, on était dans l'environnement de hausse des taux dont on s'est parlé au début, début 2023. On s'est dit comment, en fait, on arrive à avoir des produits de placement de trésorerie les plus efficaces possibles, intérêt tous les jours, liquidité permanente, etc. On a compris qu'il fallait construire ça via des fonds monétaires. C'était le truc le plus évident, le plus facile à faire, entre guillemets. Et on a regardé aux États-Unis et on s'est rendu compte que c'est complètement mainstream, ce genre de produit là-bas. Ouvrir un compte chez des acteurs comme Fidelity, par exemple, qui sont des gros acteurs de la gestion monétaire aux États-Unis, c'est très facile pour un Américain, pour un particulier. Toutes les startups, les PME,
ont accès via des néobanques à ces produits, les néobanques les ayant intégrés, tu vois, dans leur propre interface. Et si bien que le marché, si tu veux, du fonds monétaire américain, il est 10 fois plus gros, c'est à peu près l'ordre de grandeur pertinent, que le marché des fonds monétaires comparables en Europe. Et en Europe, quand tu regardes sous le capot, c'est que des grands groupes, que des grosses institutions sophistiquées, quasiment, évidemment il y a des exceptions, mais dans les ordres de grandeur, c'est ça, qui ont accès à ces produits. Et nous, on s'est dit, on va juste les expliquer mieux, les rendre plus transparents, les créer sur une base de données qui fonctionne mieux et les démocratiser. C'est quoi les agréments qu'il faut pour créer des fonds monétaires comme tu le fais en fait ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine. Enfin, tu peux pas arriver comme ça, créer un fonds monétaire sans suivre une certaine réglementation. Absolument. Ça relève en France de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Pourquoi ? Parce que c'est des fonds de placement collectif et c'est l'AMF qui délivre les agréments. Les agréments sont plus ou moins durs à avoir selon le public que tu vises. Donc si tu veux pouvoir viser le grand public, l'offrir à des particuliers, déterminer le montant d'investissement minimum que tu veux, il faut avoir un agrément au PCVM avec un prospectus, qui est le document contractuel que relie l'AMF et qu'approuve l'AMF. Nous, c'est ça qu'on a fait parce qu'on voulait, justement dans la logique que j'évoquais avant, rendre ça le plus accessible possible, le plus démocratique possible. Donc, agrément de PCVM monétaire, désolé pour le jargon, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Tu as d'autres agréments, tu vois, dans le monde de la monnaie qui relèvent plutôt de la CPR. Quand tu veux devenir un établissement de paiement comme Conto, tu dois avoir un agrément d'établissement de paiement que délivre la CPR. Quand tu veux devenir une banque comme MemoBank ou comme BNP, si on prend un vieil acteur, tu dois devenir établissement de crédit, ACPR. Donc, tous ces agréments qui relèvent de l'univers de la monnaie sont différents et il y a 2 autorités en France, en gros, qui comptent. Et comment tu as fait au début, du coup, parce que vu que tu n'avais pas forcément les moyens, la première levée de fonds, c'est ça ? C'est pour déployer je sais pas, recruter quelqu'un en compliance ou prendre un cabinet d'avocat pour aller chercher cet agrément. Enfin, c'est le premier truc que tu es allé chercher pour créer ta boîte, quoi. Exactement. En fait, on avait besoin de lever pas mal d'argent, tu vois, d'où les 3 millions qu'on a levés avec First au début. Parce que, et c'est vrai de un peu toutes les fintechs. En fait, ouais. Ce que j'allais dire, c'est la galère des fintechs, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'agréments au début. Oui. Donc, start-up et beaucoup de moyens, tu vois, ça va pas ensemble au début. Donc, En fintech, tu as 2 enjeux. En gros, tu as à aller chercher ton agrément. Il va être plus ou moins complexe. Tu vois, un agrément de PCVM monétaire, c'est moins galère à obtenir qu'un agrément d'établissement de crédit, de banque. Mais globalement, ça reste difficile. Donc, tu dois avancer beaucoup d'argent en cabinet d'avocat, en frais d'avocat. Tu dois avoir aussi une certaine assise pour aller parler aux acteurs de l'industrie traditionnelle dont tu vas dépendre pour créer les produits. Enfin, il y a pas mal d'enjeux comme ça. Et après, tu peux avoir d'autres enjeux une fois que tu as ton agrément, qui sont des obligations de fonds propres. Donc, selon l'agrément que tu as, l'activité que tu fais, les autorités comme la CPR ou l'AMF peuvent te dire tu dois avoir tant de niveaux de fonds propres réglementaires obligatoires, qui est de l'argent en fait, que tu mets soit dans un fonds monétaire comme le nôtre, soit dans un compte de cantonnement d'une banque, pour garder ton agrément, pour opérer en tant qu'acteur. Et ça coûte de l'argent, tu vois, de fait. Donc, c'est pourquoi tu as besoin de ça, toi ? Parce qu'en soi, quand moi je place mon argent sur Spyco, tu ouvres un compte, etc. Mais tu n'as pas besoin de les avoir, tu n'as pas besoin d'avoir de fonds propres dans le sens où tu me rémunères, mais c'est pas toi qui disposes du compte. Donc, En fait, le gros avantage des fonds monétaires, c'est que tu n'as pas les fonds de tes clients sur ton bilan. Tu vois, quand tu es une banque, c'est différent. Le dépôt, il est sur ton bilan. C'est pour ça que je trouvais que ça faisait plus de sens pour une banque. Oui. Tu as l'argent des clients. Mais vu que toi, tu les as pas chez toi... Et la réglementation est bien faite de ce point de vue-là. Okay. Tu vois, les niveaux de fonds propres... Ils ne t'obligent pas à avoir genre 50% de fonds propres de ce que les gens... Tu vois, ça te demanderait d'avoir plus de 100 millions d'euros en fonds propres, quoi. Nous, en fait, on est un pur courtier, tu vois, comme l'est un Trade Republic. En fait, on passe des ordres de nos clients, des ordres de dépôt qu'on appelle de souscription dans le jargon, ou de retrait, de rachat dans nos fonds monétaires. Et d'un point de vue... en fait, notre activité fonctionnellement parlant, c'est ça. Les fonds monétaires en tant que tels, ils ont un agrément séparé et ils vivent leur vie qui n'a rien à voir avec Spyco. Donc toi, quand tu déposes ton argent dans un fonds monétaire, tu acquiers des parts de ce fonds et ce fonds, avec ton argent, achète des bons du trésor. Et tu es copropriétaire avec les autres déposants, les autres actionnaires d'un point de vue légal de ces bons du trésor. Donc tu as une bonne séparation, si tu veux, d'un point de vue risque entre le courtier, le distributeur qui est nous, et le produit en lui-même qui est cantonné dont les fonds sont dans une banque, si tu veux, dépositaire, et les bons du trésor gardés dans cette banque dépositaire. Tu as dépensé combien, tu penses, pour avoir cet agrément pour que les gens qui veulent lancer une fintech se rendent compte? Est-ce que c'est plutôt 100 000 euros ou c'est plutôt 2 millions d'euros, tu vois, pour monter une boîte comme la tienne c'est plus proche de l'option 2 que de l'option 1. Ok, d'accord. Ouais. Tu vois, je dirais... Donc, une grosse barrière à l'entrée sur ces business de fintech administrative. Et après, tu as aussi des équipes de compliance que tu dois avoir en interne, en plus de tout ce qu'on vient de se dire après pour la gestion globale. Absolument. L'onboarding des clients, tu dois avoir une politique, ça s'appelle LCBFT dans le jargon.
Donc pour vérifier l'origine des fonds, que l'argent est propre, etc. Puis il y a aussi le KYC pour les personnes physiques ou le KYB pour les personnes morales. Exactement. Qui est tous les documents administratifs qui vont avec. KYB, c'est plus compliqué, tu vois, selon le type de personne morale, ça peut vite devenir, tu vois, il y a plusieurs représentants légaux, il y a plein ça c'est vraiment chiant, j'en ai déjà vu des KYB, c'est chiant, on demande plein de documents. Oui. Pour le coup, qu'il y ait plusieurs actionnaires, alors là, et puis des gens à l'étranger, alors là, c'est terminé. Exactement. Donc tu as beaucoup de... Ouais, la complexité d'une fintech, c'est obtenir la barrière à l'entrée qui est l'agrément, qui demande de l'argent, qui demande du temps aussi, pour échanger avec les autorités administratives, obtenir les agréments. Et ensuite, quand tu opères, avoir une gestion des onboarding, la politique LCBFT, des fonds propres, etc. quoi. Tu peux ne pas avoir l'agrément, enfin dépenser 2 millions d'euros et pas l'avoir parce qu'en fait... Oui. Ok. Concrètement, il n'y a rien qui te donne le droit de l'avoir. Tu vois. Ouais, donc, en fait, c'est pas le... Ouais, c'est... Oui. Non. Ils peuvent refuser s'ils estiment que c'est pas la candidature remplit pas toutes les cases, quoi. Exactement. Et c'est ça doit être horrible, ça doit être stressant. Très stressant. Nous, on a passé, tu vois, 6 mois entre le moment où on avait d'un point de vue produit, on était prêt à lancer, on savait que notre MVP fonctionnait, techniquement, on avait tout bien testé, bien construit, etc. On pouvait lancer, mais tant qu'on n'avait pas l'agrément, on n'avait pas le droit de lancer. Et en fait, tu vois, on a passé 6 mois à presque attendre, donc tu as des échanges quand même de temps en temps avec les autorités, mais tu sais pas quand est-ce que tu auras l'agrément. C'est un processus assez particulier en fait. Et c'est blanc-noir. En plus. Tu l'as ou tu l'as pas. Ah, c'est pas genre il manque ça, c'est... Si, les échanges, il manque ça, on a telle question, etc. Donc c'est des échanges, si tu veux, qui avancent tant que tu as fourni des éléments suffisants. C'est constructif, quoi. C'est pas non plus non, c'est mort. Absolument, absolument. Mais in fine, c'est un go-no-go. Et nous, tu vois, tant qu'on n'avait pas le go, on n'avait littéralement pas de business. C'est ton premier investisseur qui doit flipper parce que celui qui met au début, qui a investi dans toi plusieurs millions, en fait, si in fine, tu n'arrives pas à avoir l'agrément, en fait, il n'aura même pas connu le début de la boîte, quoi. C'est clair. Nous, il y avait un scénario. C'est fou, c'est pari risqué. Absolument, dans lequel tu n'as pas ton agrément, tu ne peux pas lancer. Après, tu essaies de faire autre chose. Mais... Bien sûr, bien sûr. J'avais une question pour toi, un peu technique. Tu m'avais dit, parce que moi, je suis client de Spyco, que mon argent, il était placé sur un compte séquestre dans une banque et que du coup, qu'il n'était pas sur les comptes courants de la banque. Tu vas nous en dire un peu plus, mais qu'en gros, que concrètement, si la banque faisait faillite... C'est un compte qui n'est pas dans le bilan de la banque et donc je ne perdrai pas mon argent. Ça, j'avais trouvé ça très fort. Parce que quand tu mets dans une banque, pour le coup, si la banque fait faillite, je crois que l'État te rembourse qu'à 100 000 euros. Enfin, il y a une règle un peu comme ça. Absolument. Ouais, la garantie des dépôts, c'est 100 000 euros par établissement. Donc, et ça couvre tous les comptes que tu peux avoir dans l'établissement. Donc, si tu as par exemple un compte courant et un compte à terme, ce n'est pas 100 000 euros par compte, c'est 100 000 euros sur le total par établissement. Après, c'est 100 000 par le total. Absolument. Après, tu peux ouvrir, j'insiste sur le par établissement. Par exemple, si tu ouvres un compte à la BNP, un compte Société Générale, tu vas avoir en fait en tout 200 000. Ouais, du coup, si tu as 500 000, il vaut mieux mettre 100 000 dans 5 établissements que d'avoir les 500 000 au même endroit globalement. Absolument. Et en fait, une banque, c'est par définition risqué. Ça prend des dépôts, ça fait des choses risquées avec, des prêts, des placements à long terme, etc. Donc, pour cette raison, ce risque intrinsèque, il y a la garantie sur les dépôts pour rassurer aussi le déposant. Et il y a tout un tas de règles qui sont des règles de fonds propres obligatoires plus ou moins importantes en fonction de ton actif, donc dans quoi tu as mis les dépôts, et des règles aussi de liquidité pour pas que tu prennes trop de risques de ce qu'on appelle de maturité ou de duration. Tu vois, que tu investisses dans des actifs trop long terme parce qu'en fait, tes dépôts, ils sont souvent à vue. Donc, tu vois, l'argent sur ton compte courant, c'est un dépôt à vue au sens où tu dois pouvoir y accéder n'importe quand en théorie. Il est liquide. Donc les banques sont hyper régulées pour ça, mais c'est par définition des établissements risqués. Aux États-Unis, c'est hyper fréquent d'avoir des faillites de banques, pour la raison notamment qu'il y a beaucoup de petites banques. Et donc les plus petites banques ont souvent des bilans plus fragiles, tu vois. Donc aux États-Unis, c'est assez intéressant parce que tu as des business qui se sont développés qui font justement ce que tu disais avant, qui t'ouvrent plein de comptes dans différentes banques pour cumuler la garantie sur les dépôts, qui par ailleurs est plus importante aux États-Unis. Je crois que c'est $250 000. D'accord. Donc, tu ouvres 10 comptes bancaires et en fait, tu as 2,5 millions de garantie sur tes dépôts. Énorme. C'est énorme. Il y a un business qui s'est créé là-dessus aux États-Unis. Là-dessus, ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, nous, on s'est lancé dans cet environnement, la faillite de SVB, Silicon Valley Bank, aux États-Unis, mars 2023. Ils avaient une grosse activité en Europe, notamment au Royaume-Uni. Beaucoup de startups qui étaient clientes de cette banque. Ça a été un sacré choc dans la tech. Et je pense que même en France, tu vois des entrepreneurs qui avaient une filiale au UK ou aux États-Unis, certains d'entre eux avaient de l'argent dans SVB et ont pu être touchés par ça.
C'est chaud, ils n'ont pas été remboursés. Enfin... Ils l'ont été parce qu'en dernier ressort, le régulateur américain a décidé de, pour le coup, couvrir l'intégralité des dépôts. Mais c'est une décision purement discrétionnaire. Pourquoi ils ont décidé de faire ça et de faire un... Je pense qu'ils ont jugé que le risque était trop important. Peut-être que ça se généralise à d'autres banques. Il y a un effet Puis panique. c'est pour l'industrie peut-être de la tech, ça plomberait une économie qui est importante pour eux. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu un faisceau de raisons, si tu veux. Mais en tout cas, ils ont pris cette décision, qui est une décision purement discrétionnaire. Et le temps d'un long week-end, je pense, pour beaucoup de gens, beaucoup ne savaient pas vraiment, ne pouvaient pas retirer leur argent et ne savaient pas comment ils allaient retrouver dessus. Tu vois. Mais alors toi, c'est dans un compte séquestre quand on met sur Spyco. Voilà, donc ça, c'est les banques. C'est quoi un compte séquestre dans une banque Alors, tu as une catégorie de banques qu'on appelle les banques dépositaires. Dans le monde anglo-saxon, on appelle ça aussi les custodians, bien que l'activité de banque dépositaire soit un peu plus large que le custodian strict. Mais pour simplifier, c'est des banques coffre-fort. Donc, c'est des banques, c'est un peu la conception intuitive qu'on peut avoir de la banque. C'est des banques qui t'ouvrent un coffre-fort. Alors, il peut être physique, hein. Tu peux avoir un coffre-fort de bijoux avec ton ledger ou quoi à la banque. En l'occurrence, c'est un coffre-fort virtuel, mais qui, d'un point de vue financier, est un coffre-fort au sens où l'argent qui est dessus, la banque ne peut rien faire avec. Donc, n'importe quel fonds monétaire a un compte dans une banque, qu'on appelle une banque dépositaire, qui ne peut pas faire de la transformation de l'argent qui est dessus. Donc, ne peut pas prêter avec, ne peut pas, il peut pas l'utiliser en fait. Avec. Il peut pas l'utiliser. C'est un coffre quoi pour le. Exactement. Et donc, la beauté de notre produit, si tu veux, c'est que tu déposes de l'argent dans littéralement un coffre-fort et que tu as la certitude que cet argent, il est investi dans des bons du trésor. Attends, c'est-à-dire un coffre-fort, c'est-à-dire que c'est dans une banque qui ne la replace pas quoi. Elle est bloquée, Exactement. ils en font rien avec. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas le droit de le faire. Exactement. C'est des banques qui sont pas très connues du grand public. Tu vois, pour te donner un exemple, la plus grosse banque dépositaire coffre-fort du monde, elle s'appelle BNY Mellon, Bank of New York Mellon. Je pense que la plupart des auditeurs n'en ont jamais entendu parler, ce qui est normal. C'est des banques très instites et Bank of New York Mellon, les ordres de grandeur d'argent qu'ils conservent sont absolument colossaux. Pourquoi ? Parce que en fait, tous les gros institutionnels ont leur argent dans ce type de banque. Est-ce que c'est possible de placer en tant que particulier son argent dans une banque comme ça, d'un compte séquestre, plutôt que de la mettre dans une banque qui garantit que 100 000 ? C'est ce que je veux dire, en gros. C'est quoi le nom des banques en France aussi, du coup, qui font ça ? En France, la plupart des grosses entités sont rattachées à des groupes bancaires. Donc, le Crédit Agricole a une banque dépositaire qui s'appelle KCIS, c'est celle qu'on utilise. Est-ce que moi, je peux aller placer mon argent chez KCIS, tu penses ? Écoute, je suis pas expert pour savoir si en tant que particulier, tu peux directement ouvrir un compte chez eux. C'est une bonne question, il faudrait vérifier. C'est pas impossible que certaines banques dépositaires aient des activités un peu de banque privée, tu vois, et permettre ça. Mais globalement, la façon la plus simple, c'est de le faire via un fonds monétaire, via un produit comme le nôtre. C'est ça. Et en fait, de la même manière que c'est compliqué d'acheter des bons du trésor et de les vendre, que c'est compliqué d'accéder à une banque dépositaire, le meilleur moyen de faire ça, c'est l'abstraction, si tu veux, que fait le fonds monétaire, qui a un compte pour toi à la banque dépositaire, qui achète pour toi les bons du trésor et qui de fait te rend service indirectement. Mais du coup, si Spyco fait faillite, si je place mon argent chez toi et que Spyco fait faillite, ce que je te souhaite pas du tout, du coup, je perds pas mon argent ? Non, parce que nous, on est un pur courtier. En fait, le scénario catastrophe où du jour au lendemain on disparaît, c'est un scénario pénible parce qu'en fait, tu utilises notre interface et admettons que dans ce scénario catastrophe, notre interface, elle disparaît. Tu vois, on n'a plus notre truc sur... Il y a le registre après, c'est ça ? Il y a le registre et en fait, ton argent, il est littéralement à la banque dépositaire et t'en es copropriétaire en fait, avec les autres investisseurs dans le fonds monétaire. Mais donc, il est placé par contre, c'est-à-dire que... Il est placé, mais uniquement en bon du trésor. Ok, il est placé en bon du trésor. En fait, mais je crois que tu n'avais pas le droit de... Je rentre dans la technique là, mais tu n'avais pas le droit de placer de l'argent qui est dans un compte séquestre. Tu as le droit de le placer, mais uniquement dans le mandat que le prospectus, qui est le document d'agrément qui encadre le truc, le permet. Okay. En fait, et comme vous avez cet agrément sur du fonds monétaire et que c'est dérisqué, tu as l'autorisation pour le faire. Exactement. Et pour rentrer dans vraiment le technique. Ah, donc c'est très technique. C'est très technique. Et alors, c'est là où il y a un peu de complexité en plus, c'est que tous les fonds monétaires n'investissent pas uniquement en bons du trésor comme les nôtres. Tu as le droit, quand tu as un fonds monétaire, d'avoir la possibilité d'investir dans des titres de créances privées. Donc dans l'équivalent de ce qu'émet l'État, sous forme de bons du trésor, c'est-à-dire de la dette de très court terme, mais émise par une entreprise. Safran, LVMH, Airbus, ou par une banque, BNP, SocGen, etc. Quand c'est des très très gros acteurs comme ceux que je viens de nommer, tu peux presque considérer que c'est un niveau de sécurité. C'est quand même plus risqué. C'est plus risqué, évidemment, mais ça se rapproche, on va dire, dans un monde optimiste. Ah, pour moi, je trouve ça vachement risqué. Enfin, par rapport à l'État français, tu rachètes une dette française plutôt qu'une dette de, je sais pas, d'une grosse compagnie. Ouais, ça fait
C'est plus flippé, quoi. C'est plus flippant. Et après, le taux doit être plus élevé, donc aussi. Un peu, mais pas tant, en fait. Et là, on parle que du Tier 1. Tu peux avoir, en fait, des instruments monétaires émis par des banques, entre guillemets, de seconde zone, tu vois, moins systémiques que celles que j'ai citées. Donc, il y a du risque, en fait, potentiellement, dans ces produits. C'est là où nous, on a vraiment eu à cœur, si tu veux, de restreindre l'allocation au bon du trésor, d'être hyper transparent sur la composition de ce portefeuille de bons du trésor en temps réel. Donc, n'importe qui peut le checker sur notre plateforme, l'appeler par API, etc. Et c'est pas si commun dans l'industrie des fonds monétaires qui sont un peu des black box en général. Bien sûr, je comprends. Ouais. Oui, toi, tu es full transparent, tu dirais direct ce que tu achètes. Exactement. Et ça, c'est pas commun malheureusement, mais je pense que ça va le devenir. Donc, si le site internet de Spyco disparaît et qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, j'en sais rien, un worst case scénario, du coup, je contacte qui? En fait, tu peux contacter KCIS et ils te refont un virement pour KCIS te doit l'argent, quoi. Exactement. Tu détiens grâce à ton KYC, etc. Personnellement, c'est toi le titulaire du compte chez KCIS, quoi. Indirectement, ouais, c'est ça. En fait, pour aller dans la technique du technique, pour le coup, un fonds monétaire, c'est souvent une SICAV. Donc ça, c'est la structure juridique, si tu veux, du fonds, qui est agréée par l'AMF. SICAV, c'est un acronyme pour dire Société d'investissement à capital variable. C'est très commun dans l'industrie des fonds monétaires, genre au Luxembourg, en France. Beaucoup de fonds monétaires sont structurés comme ça. Toi, tu deviens propriétaire, si tu veux, tu acquiers des actions de cette SICAV qui représentent ta copropriété du portefeuille de bons du trésor. Tu vois. Okay. Donc en fait, et cette SICAV, elle a un plan de continuité d'activité, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain, elle est supervisée par l'AMF et elle est toujours en capacité, avec ce plan de continuité d'activité, de te processer tes retraits si jamais tu veux retirer ton argent et que tu ne peux plus le faire via un distributeur comme nous. Okay. Donc tu vois, tu as ce niveau de résilience et de supervision en plus. C'est bien d'entendre la technique. Je pense que tu vois, quelqu'un avant de devenir client sur Spyco, il peut se dire, tu vois, c'est pas la banque qui a pignon sur rue, etc. C'est digital, donc quelles sont mes sécurités derrière? Et au final, ça, c'est des grosses sécurités. En fait, tu apportes plus de sécurité qu'une banque. Ouais, mais alors que tu n'as pas pignon sur rue. Donc tu vois, c'est marrant aussi parce que du coup, à la banque, tu n'es pas en compte séquestre. Donc, Exactement. Tu peux c'est compliqué de le dire comme ça, si tu veux, pour plein de raisons. Mais d'un point de vue financier, je pense qu'honnêtement, c'est vrai. En fait, ton argent protégé dans une banque dépositaire qui ne peut être alloué qu'en bon du trésor. Ouais, c'est ça. Au-delà de 100 000 €, qui est la garantie sur les dépôts, donc tu peux te dire l'équivalent d'un bon du trésor, parce que c'est la garantie de l'État, en fait, derrière. Ton argent dans une banque, la vérité, c'est qu'il est à risque. Tu vois. Faudrait que tu mettes cet échange sur la page d'accueil de Spyco pour rassurer les gens, pour qu'ils comprennent bien. On rentre dans la technique, mais c'est aussi important. Exactement. Après, toutes les banques sont différentes. C'est là où, en fait, tu disais tout à l'heure, tu vois, les fonds monétaires sont un peu des black box. Malheureusement, aujourd'hui, c'est aussi vrai des banques. Tu n'as aucune idée en temps réel de la composition de l'actif, de BNP, de Société Générale, de que sais-je. Et les banques sont plus ou moins risquées parce qu'elles ne font pas la même chose avec ton argent. Tu as des banques, tu as un concept de banque qui s'appelle la narrow bank, qui est une banque qui ne met ton argent que dans des actifs très sûrs, comme les bons du trésor. Malheureusement, c'est pas malheureusement pour, je dirais, la sécurité de l'argent des déposants, c'est pas le modèle général. Mais tu as des gens qui défendent un modèle comme ça, en fait, qui disent les banques, en fait, il faudrait que les dépôts qui ne sont pas de l'argent à risque dans la tête des gens ne soient alloués que dans des actifs sans risque. Ce que fait un fonds monétaire et ce que pourrait faire une banque. Une banque pourrait très bien avoir une politique extrêmement conservatrice d'allocation des fonds des clients. Et ensuite, l'idée, c'est de te dire, mais comment fonctionne le crédit? Parce que tu vois, le crédit, par définition, c'est risqué. Si tu fais un prêt auto, un prêt pour ton appart, tu prends du risque. Et là, l'alternative au modèle actuel, où en fait, tu poules tous ces risques dans une grande banque, si tu veux, qui fait tout ça en même temps, c'est de dire, il doit y avoir du capital à risque. Des gens qui veulent des intérêts plus importants que ce que tu as sur les bons du trésor, et du coup, qui vont financer de la prise de risque. Et les fonds de dette, qui se sont beaucoup développés, tu vois, de Blackstone, d'Apollo, etc., ce sont des fonds qui fonctionnellement font ça. Ils prennent du capital, ils font des crédits avec, donc ce n'est pas du private equity, tu vois, ils ne prennent pas des parts de capital, ils font des prêts, et ce sont des prêts à risque par définition, comme tout prêt, avec du capital à risque en face, quoi. Et du coup, qui est aussi mieux rémunéré. Probablement un système un peu plus sain, tu vois, où tu as des dépôts rémunérés auto sans risque, de la BCE, des bons du trésor, et du capital à risque pour des prêts à risque qui est aussi mieux rémunéré que ce que tu peux avoir sur un compte à terme, par exemple. Un petit mot sur le RWA. C'est quoi l'avantage d'avoir tokenisé les bons du trésor pour Spyco aujourd'hui? Et un petit mot sur le RWA, on en entend beaucoup parlé dans le Web3. Donc c'est pas comment est-ce que tu t'es servi de la technologie blockchain pour faire un truc au profit d'une fintech. C'est ça que je trouve super intéressant dans ton projet, parce que tu vas vraiment te servir vraiment de la technologie Web3 qui est la plus performante, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est traçabilité, authenticité, etc. C'est ça. Un petit mot sur ça. Les blockchains, tu vois, faut vraiment le voir comme un type de base de données.
Donc, c'est une alternative à... Enfin, franchement, c'est vraiment un type de base de données. C'est pas plus compliqué que ça. Tu as toute la crypto autour qui rend le truc un peu complexe, un peu flippant pour pas mal de gens, ou à l'inverse, hyper passionnant pour d'autres, tu vois, qui adorent parier sur le prix des cryptos, machin. Oui. Ça, je veux dire, nous, on met ça de côté. En l'occurrence, ça ne nous intéresse pas pour ce qu'on fait nous. Mais c'est un type de base de données qui peut présenter des intérêts. Lesquels ce que tu dis sur la transparence, la traçabilité. Dès que tu veux faire des instruments financiers, c'est quand même assez sympa d'avoir un truc transparent, si tu veux, pour les gens qui comprennent un peu dans quoi ils mettent leur argent et comment fonctionne le produit. Ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la liveliness, le fait que la base de données, elle fonctionne en continu, avec un niveau de résilience opérationnelle important pour des bases de données blockchain qui sont suffisamment décentralisées, comme Ethereum, par exemple. Tout ça, c'est sur quoi comme blockchain? On utilise Ethereum et l'environnement, donc ça s'appelle l'EVM, c'est la machine virtuelle Ethereum, qui est soit la base, ça peut être soit la blockchain Ethereum elle-même, qu'on appelle mainnet dans le jargon, pour la base de données Ethereum principale, ou des dérivés, si tu veux, qui sont construits au-dessus et qui utilisent la même machine virtuelle, la même machine de calcul. Et des bases de données au-dessus qui sont connues, ça s'appelle Arbitrum, par exemple, Polygon, il y en a plein en gros. On appelle ça les L2? Non, en fait, c'était les... Layer 1, Layer 2. Donc Ethereum, c'est le Layer 1. Et Layer 2, c'est tous ceux qui utilisent la technologie Ethereum, mais pour développer des use cases. Le Layer 1, c'est le mainnet d'Ethereum. Il a un gros intérêt, c'est qu'il a une extrêmement forte résilience opérationnelle, une sécurité qui est bien démontrée. Et ça c'est des propriétés très précieuses pour quand tu te poses la question de sur quelle base de données construire un produit. Et les Layer 2, c'est des infrastructures au-dessus d'Ethereum qui utilisent la sécurité d'Ethereum, mais qui facilitent la puissance, en gros, qui augmente la puissance de calcul, quoi. Okay. Donc, quand tu as besoin de faire beaucoup de calculs, etc., avoir ces Layer 2 en plus du Layer 1 Ethereum, ça a beaucoup de valeur. Okay. Donc, nous, on utilise tout cet environnement, si tu veux, technologique. Les intérêts, c'est ça. C'est la transparence, l'auditabilité en temps réel. N'importe qui a un droit de lecture, en fait, sur le registre d'actionnaires, en l'occurrence de nos fonds monétaires. Et les actionnaires, les propriétaires ont un droit d'écriture. Donc, si tu veux transférer tes parts de fonds monétaires, tu peux le faire. Et ça peut avoir beaucoup de valeur, tu vois, parce qu'en fait, tu as un équivalent cash, une forme de monnaie qui rapporte des intérêts tous les jours et que tu peux transférer directement sans avoir à repasser par un compte courant ou un compte de paiement. Donc, quand tu veux faire, par exemple, des transferts de cash intra-groupe, tu vois une société comme Eskimos, par exemple, elle va avoir une structure principale, une holding, disons, en France. Elle va avoir des filiales dans plusieurs pays, parce que vous êtes dans plusieurs pays européens. Pouler le cash, rapatrier le cash dans la holding pour telle ou telle raison, ça peut être une vraie pénibilité. Tu dois mettre en place des process bancaires assez lourds, etc. Et en plus, quand tu es sur des dépôts bancaires en compte courant, tu n'as pas de rendement sur ton cash. Pouvoir le faire avec une alternative qui est le fonds monétaire, directement au fonds monétaire, sans repasser par le compte courant, c'est assez intéressant. Ah oui, c'est pas mal. Parce que du coup, tu ne repasses pas sur la case compte courant, et du coup, tu restes placé en continu, donc tu bénéficies des intérêts en permanence. Exactement. Ah, ça, c'est pas mal. Exactement. Ça. En fait, et ça, c'est l'avantage de la tokenisation. Absolument. Okay. Absolument. Ok, non, ce que je te demandais vraiment les avantages du RWA. Ouais. Donc en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que la tokenisation permet d'avoir une liquidité aussi, peut-être plus facile, une transparence. En fait, tu as un peu tous les avantages, non? Transférabilité, oui, exactement. Liquidité, tout. Complètement. En fait, la transférabilité, c'est le truc clé que tu mentionnes, la transparence aussi, et la liquidité également. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, donc, un des intérêts de l'univers de la tokenisation, c'est qu'aujourd'hui, le cash et les titres financiers ne vivent pas dans les mêmes bases de données. Par exemple, tes parts de fonds monétaires non tokenisées, tes actions LVMH sur ton PEA, etc., ils ne vivent pas dans la même structure de base de données que ton cash, que tes euros avec lesquels tu les achètes. Donc tu dois convertir, machin. Tu as tout le temps des problèmes de réconciliation entre ces bases de données. Et c'est hyper lourd, c'est hyper coûteux. Les gens ne s'en rendent pas vraiment compte, mais en fait, indirectement, les intermédiaires leur facturent ces coûts-là, nécessairement. L'intérêt de la tokenisation, et donc, tu vois, c'est de mettre la monnaie qu'on appelle les stablecoins dans cet univers sur la même base de données que les instruments financiers, en l'occurrence tokenisés, et de pouvoir avoir des règlements, on appelle ça dans le jargon atomique, c'est-à-dire sur la même infrastructure avec la monnaie et les titres. Très clair. Et donc ça, c'est puissant parce qu'en fait, ça rend le truc instantané. Ah oui. Là où aujourd'hui, tu as des process de réconciliation qui prennent des heures. Puis mondial, ça règle tous les problèmes, les contraintes aussi peut-être de tous les pays. Tu es sur la même base peut-être de réglementation d'une certaine manière pour... Absolument. Et la géographie, c'est un truc intéressant. C'est qu'en plus de ce que je disais avant, c'est qu'en fait, tu vois, les systèmes de paiement pour la monnaie et les infrastructures de marché pour les titres financiers, ils ont été que développés dans des silos géographiques, à l'échelle de la France, après de l'Europe, etc. Mais aux États-Unis, c'est différent. Donc, dès que tu fais du cross-border, tu vois, que tu passes d'une région disons, monétaire ou marché financier à une autre,
et bah, tu as des frais, et, oui. etc. Tu as les frais aussi. Les frais. Swift, par exemple, tu vois, n'importe qui a déjà fait un virement Swift, c'est à quel point c'est coûteux et inefficace. Et ça, la blockchain permet aussi de faire des transactions moins coûteuses, plus rapides aussi. Exactement. Donc plus rapides, moins coûteuses. Tu penses que le marché du RWA va exploser dans les années à venir? Je pense que Je pense qu'il y a plein d'industries qui vont se tokeniser, un peu comme tu le fais toi, mais dans plein d'autres industries. Je pense que oui. Nous, on pense que ça va se faire finalement des instruments les plus simples aux plus complexes. Il y a un peu une thèse avant qui disait en fait on va tokeniser l'immobilier, on va tokeniser des classes d'actifs complexes pour créer la liquidité dessus, etc. Et en fait, c'est pas vraiment ce que tu observes. Ce que tu observes, c'est que, c'est la monnaie qui a été tokenisée avec les stablecoins. Et aujourd'hui, par exemple, les transferts en stablecoin sont une vraie alternative crédible à Swift pour du cross-border. Et ensuite, les instruments financiers simples, comme les fonds monétaires, tu vois, c'est une forme de monnaie hyper simple, sans risque, etc., sont tokenisés. Et on est en train de voir ça aux États-Unis assez fortement. En Europe, on est un peu à la traîne, mais pour ceux qui suivent l'industrie, savent à quel point en ce moment, il y a une effervescence autour des stablecoins, de la tokenisation aux États-Unis qui est énorme. Et je suis assez persuadé, parce qu'il y a des raisons technologiques profondes derrière, que ce mouvement il va aussi venir en Europe et qu'il va, pour rebondir sur ton point, il va y avoir un essor des RWA hyper fort. Moi, j'aime pas trop le terme RWA parce qu'il est très technique. Tu vois, les gens comprennent pas trop ce que c'est. Ça veut dire quoi? Tu peux dire, ça veut dire quoi, RWA? C'est un acronyme pour dire Real World Assets. La réalité, c'est que tu vois, ça fait un peu rien dire. Ce qu'il faut, je pense, que c'est de parler de tokenisation, c'est-à-dire mettre la monnaie, mettre les instruments financiers sur des bases de données plus efficaces que sont les blockchains, que celles qu'on utilise aujourd'hui, et c'est tout. Et en fait, les gens utiliseront, tu vois, des stablecoins ou des fonds monétaires tokenisés sans savoir qu'ils sont tokenisés. Tu t'en fiches, en fait, que tu sais pas quelle base de données utilise ta banque ou ton établissement de paiement. Et donc, tu veux juste un bon produit. Comme toi, avec Spyco, on ne connaît pas la plomberie financière qu'il y a derrière. Et finalement, en tant que client final, on s'en fout un peu. Tu t'en fous. On veut juste que ce soit simple et efficace, nous, en tant que client final. Exactement. Et que c'est ça. Tu veux juste un strictement meilleur service que l'alternative sur une base de données moins bien. Tiens, en termes d'interface, comment vous avez rendu l'expérience cool sur Spyco, justement? Parce que là, nous, on parle vraiment de la technique depuis le début. Mais quand tu arrives en tant que client, tu as ton interface. Est-ce que tu vois, par exemple, tes intérêts générés tous les jours ou pas? Comment ça se passe? Ouais, nous, on a créé au tout début une fonctionnalité produit assez marrante qui a un petit timer donc qui se réactualise tous les 24 heures. Et qui en fait cristallise le moment où tu touches tes intérêts. Donc nous, la proposition de valeur, c'est exactement ça. Intérêt tous les jours, liquidité permanente, donc tu peux retirer tes fonds quand tu veux. On n'a pas encore une accumulation d'intérêts à la seconde, tu vois, qui serait un peu le rêve. Ça serait génial, c'est j'imaginais un espèce de compteur où en gros tu te connectes et tu vois seconde par seconde l'intérêt équivalent, tu vois, monter. Ça serait génial. C'est génial. Donc là aujourd'hui, bon, on a déjà. Pourquoi c'est pas possible? Parce que techniquement en temps réel c'est chaud de. Quoique parce qu'une fois que tu as le taux d'intérêt annuel, tu peux j'allais dire, c'est pas le mensualiser, mais tu vois, le mettre à la seconde, je sais pas comment on dit, à la seconde, tu vois, le secondiser. Tu peux, mais c'est pas parfaitement linéaire, c'est compliqué, tu vois. En fait, on pourrait l'afficher à la seconde au client, mais il y aurait quand même une fois par jour, de façon discrétionnaire, un réajustement. Ouais, mais c'est pas dramatique, ça, en vrai, parce que ça sera à la marge de la marge, là, je pense. Ouais, c'est vrai. On se pose la question, et enfin, en tout cas, fondamentalement, nous, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent bien qu'il n'y a pas de raison que ton argent, ton cash, ne touche pas des intérêts en permanence avec le temps qui coule. Et le temps qui coule, c'est l'échelle qu'on veut, tu vois, c'est l'heure, c'est la minute. C'est pour ça qu'il faut jouer avec des côtés compteurs, des côtés temps. Mais le plus tu fais ça à une échelle fine, et disons à la seconde, ce qui n'est pas absurde, le mieux, en fait. Et donc, on veut... nous, c'est ça l'évolution. Tu vois, aujourd'hui, c'est une fois par jour, le timer sera actualisé tous les jours. C'est déjà très bien par rapport à ce que tu trouves dans le système traditionnel, on va dire. Mais l'évolution vers laquelle on veut aller, c'est ça. C'est des intérêts tous les jours et que les gens prennent vraiment conscience que c'est basique de dire comme ça, mais le temps, c'est de l'argent. Et en fait, il n'y a pas de raison que ton cash ne rapporte pas de... Ça pourrait être grave votre baseline, le temps, c'est de l'argent. Ça pourrait être vraiment la baseline de Spyco. Ouais, en fait, les gens connaissent souvent cette phrase, tu vois, mais ils ne l'appliquent pas vraiment à leur gestion de trésorerie. Oui, t'as raison. Il y a plein de gens qui laissent des sommes colossales. On en a parlé là, c'est des milliards, peut-être 100 milliards annuels d'épargne pour les Français en plus. Oui. Et alors, comment tu as réussi à connaître autant de croissance aussi? Parce que tu as beau avoir la bonne idée, le bon projet, en termes d'exécution, comment vous avez fait? Tu as recruté des gens assez tôt? Parce qu'aujourd'hui, tu disais que tu avais 200 millions en bons du trésor français. Oui. Et combien en bons du trésor américain? 100 et quelques. 100 et quelques quand même. Ouais. Donc vous êtes à presque plus de 300 millions oui. d'argent récupéré. Comment vous avez capté tout cet argent? Vous y êtes allé un petit peu comme ça, en contactant des chefs d'entreprise, Donc ça fait 1 an qu'on existe. En 1 an, c'est énorme d'avoir cumulé autant d'argent. Tu as réuni 300 millions d'euros en 1 an chez Spyco.
Exactement. Ça n'existe pas, ça, normalement. Quasiment que sur de l'argent français, par ailleurs. Tu vois, 80% de ces entre 300 et 400 millions qu'on a aujourd'hui viennent de personnes morales ou de particuliers français. C'est quoi le ratio entreprise, personne morale, particulier, pardon. Un nombre de clients, c'est à peu près 50-50. Ce qui te dit qu'on est très biaisé personne morale. Et tu vois, sur notre page d'accueil, on parle de trésorerie, on utilise quand même plus une terminologie propre aux entreprises qu'aux particuliers. On ne parle pas trop d'épargne, tu vois. On pourrait, mais c'est un choix qu'on a fait en fait, d'avoir un go-to-market plutôt orienté sur les petites entreprises, les SCI, les holdings, les startups, d'ailleurs même des scale-up. Aujourd'hui, tu vois, on sert des boîtes comme Penny Lane. Les boîtes qui lèvent des fonds. Parce qu'une boîte qui lève par exemple 50 millions, il vaut mieux qu'elle les place chez toi direct, avec une liquidité au jour le jour. En fait, il n'y a aucune bonne raison de ne pas le faire. Combien de boîtes ont levé des fonds, ont laissé leur argent dans la banque? Il doit y en avoir masse de ça. Énormément. Ou dans des établissements de paiement qu'on connaît bien, etc. Donc, tu as des startups qui ont levé des fonds qui sont venus. Et je vais te dire, nous, avant que nos produits existent, on est les premiers à avoir fait cette erreur à cause d'un peu du product gap qui existait. Tu vois, on n'avait pas des produits très simples comme les nôtres où tu t'onboardes en quelques minutes et ensuite tu as accès à la banque dépositaire et tu déposes ton cash et il travaille tous les jours. Et tu peux le sortir n'importe quand. Parce que aussi, la logique, c'est que peut-être que tu vas négocier à un moment un autre produit de placement de trésorerie sur une partie de ta trésor avec ta banque ou que sais-je. Et tu peux le faire. Mais il n'y a aucune raison que dès que tu as ton argent, tu ne le mettes pas sur Spyco. Au moins instantanément, quoi. Tu viens de le recevoir sur ton compte, boum, ça part sur Spyco. Et après, tu vois, de toute façon, ça ne change rien. Si tu veux la récupérer, tu peux la récupérer en combien de temps tu la récupères, tiens? Quelques heures avant. En fait, en gros, c'est un virement que tu fais vers. C'est ça. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est aussi quelque chose qu'on veut beaucoup améliorer. Probablement, quand l'épisode sortira, on aura une fonctionnalité de retrait instantané jusqu'à un certain montant assez élevé. On va le mettre au moins à 100K, je pense, pour démarrer. Pour les personnes morales. Ce ne sera pas encore accessible pour les particuliers, mais pour les personnes morales. Donc là, ce sera vraiment de l'instantané jusqu'à ce plafond quand tu veux, n'importe quelle heure de la journée, de la semaine. Aujourd'hui, la façon dont fonctionnent les fonds monétaires, encore de façon assez traditionnelle, c'est comme ce que je t'expliquais sur les intérêts, avec un moment par jour qu'on appelle le cut-off dans notre jargon, qui est le moment où les parts sont créées et les parts sont détruites et donc le cash sort quand tu fais un retrait. Ça veut dire que si tu fais ton retrait avant le cut-off, c'est ton argent le jour même. Si tu le fais après, nous c'est à 10h30 le matin, tu l'as le lendemain, tu vois. Donc c'est en J ou en J+1, ouvrez. Et bientôt en continu, en instantané sur un certain montant. Et donc au-delà du montant sur le schéma que j'écrivais juste avant, ce qui est déjà très bien. Et infiniment mieux que sur un compte à terme en fait, où tu attends, tu actives ton préavis, probablement tu perds tes intérêts sur l'échéance qui était accrue. Parce que tu as des pénalités de rupture de contrat. Et c'est un mois minimum un compte à terme. Tu mets un mois à avoir ton argent. En fait, est-ce que ça existe des comptes à terme de moins d'un mois? Je crois pas. Hein. Pas à ma connaissance. Moi non plus. Ouais. Donc ça va, si tu es à un jour sans contrainte. C'est clair. Donc c'est rapide. C'est 30 fois plus rapide que les banques. Oui, littéralement. C'est ça. C'est ça. Et avec la feature en instantané, c'est difficile à décrire, quoi. Mais, ouais. Et alors, du coup, comment tu as récupéré 300 millions d'euros? Parce que comment tu vas séduire une entreprise? Tu vois, je me mets à ta place, c'est Spyco, tu vas voir une boîte, tu dis voilà, je viens de lancer ce produit, etc., pour avoir tous les avantages. Tu vois, la personne en face peut se dire non, mais tu viens de débarquer. Enfin, tu vois, que ça devait être difficile aujourd'hui de capter l'attention des gens et de récupérer, encore une fois, 300 millions d'euros en un an. Oui, en fait, c'est pas un business évident. D'un côté, tu as une profondeur de marché énorme. Tu vois, on se parlait des milliers de milliards qui dorment sur des comptes aujourd'hui. Donc, tu peux te dire qu'en fait, 300 millions, c'est une goutte d'eau, c'est la vérité, par rapport au marché adressable. Et en même temps, la trésorerie ou l'épargne, c'est soit pour la trésorerie le nerf de la guerre, soit pour ton épargne hypersensible. Tu vois, ton épargne de précaution, ta trésor, etc. Il y a de l'émotion derrière l'épargne. Tu ne peux pas te permettre de perdre 1 euro dessus, littéralement, tu vois. Donc nous, le niveau de réassurance, de confiance qu'on doit imprimer, il est maximum. Donc il y a un gros travail d'éducation, notamment parce que les produits qu'on fait, les fonds monétaires, sont malheureusement moins connus que les dépôts à terme, etc. en France. Je suis assez persuadé que compte tenu de leur proposition de valeur, ça va radicalement changer. Et aux États-Unis, on a déjà atteint, si tu veux, ce niveau, cette bascule. Et donc il faut expliquer la banque dépositaire, ce dont on a parlé, il faut expliquer les bons du trésor. Donc tu as un enjeu de réassurance important. Nous, on essaye on a beaucoup travaillé notre site pour qu'il soit le plus clair possible. Je ne suis pas sûr qu'on soit au niveau encore parfait, si tu veux, mais on a passé beaucoup de temps là-dessus. On a beaucoup investi dans la transparence, en exposant sur le site en temps réel le portefeuille de bons du trésor, en l'exposant par API pour les acteurs comme les fintechs qui peuvent nous intégrer et vouloir récupérer l'information en temps réel automatiquement. Donc, tu vois, on a fait tout un tas de trucs autour de la transparence et de la qualité de l'investissement en bons du trésor pour faciliter ça.
Et l'acquisition, pour te répondre directement, de ces 300 millions, elle s'est faite de façon honnêtement très organique jusqu'à présent. Donc au début, notre petit cercle à nous d'entrepreneurs, etc. Pas mal de portefeuilles, je vais te dire très concrètement, de First au départ, qui est notre investisseur, qui a bien compris nos produits, qui nous a fait suffisamment confiance pour l'exposer en fait à son portefeuille. Et après, le bouche à oreille, parce qu'en fait, les gens, une fois qu'ils ont compris qu'ils touchent des intérêts tous les jours, que c'est positif, que c'est sûr, ils en parlent, tu vois. Et donc, ça fait ce petit effet boule de neige. Aujourd'hui, on a 1000 entreprises à peu près qui sont clientes. Énorme. Et dans ces 1000, tu as des startups, beaucoup. Tu as quelques PME. On n'a pas du tout fait de go-to-market PME aujourd'hui, mais qui sont venus spontanément. Parce que je pense qu'il y a un vrai sujet dans le monde des PME qui ont beaucoup de BFR. Tu sais, leur cash fluctue rapidement. Donc, elles ont besoin d'un produit où tu as des intérêts au jour le jour et tu ne loques pas ton argent au moins un mois, comme le CAT. Donc, c'est un truc sur lequel on va beaucoup mettre l'accent dans les mois qui viennent. Et plein de holdings, de SCI, aussi des syndics, tu vois, ou d'ASL, d'associations. Tous ces gens, tu vois, c'est entre guillemets petites personnes morales, sans que ce soit péjoratif. Nous, c'est vraiment nos clients et ceux qu'on aime. Qui n'ont pas accès à des bons produits via leur banque. Et là, on commence à devoir construire, si tu veux, maintenant qu'on a un product market fit, qu'il y a eu de l'attraction organique, une vraie machine de vente et une vraie machine d'acquisition depuis, avec le marketing digital dont tu es expert typiquement. Et je m'étais amusé sur LinkedIn, je t'avais commenté en dessous d'un post à toi ou le mien, je ne sais plus, que tu étais un peu le compte à terme killer. Parce qu'au final, tu proposais le même taux que les comptes à terme des banques, qui te demandent 1 mois minimum, mais en général, c'est plutôt 3 mois. Mais toi, au jour le jour, quoi. Ouais. Je trouvais ça super fort comme promesse. Oui, et moi, je pense que en fait, l'argent bloqué devrait rapporter plus que l'argent pas bloqué. C'est tout. Et je pense pas qu'on va... L'objectif n'est pas de tuer les comptes à terme, mais nous, par ailleurs, on va aussi développer d'autres produits de placement de trésorerie, dont des produits où tu vas peut-être pouvoir vouloir immobiliser ton argent, mais où ça te rapportera plus que le taux sans risque, qui est le taux au jour le jour de la BCE ou du bon du Trésor. À combien aujourd'hui, quand on place sur Spyco en bon du Trésor français, c'est quoi le taux qu'on a? Aujourd'hui, c'est autour de 2%. Okay. Tu vois, nous, la promesse, c'est taux de la BCE, si tu veux, net de frais. On n'y est pas toujours exactement, parce que tu vois, il y a ce côté, le bon du Trésor, comme tu le soulignais au début, c'est pas exactement le taux de la BCE. Parfois, on est un peu au-dessus, parfois, on est un peu en dessous. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Je t'ai pas posé la question par hasard, parce que j'ai ouvert un compte à terme il n'y a pas longtemps, où j'ai placé sur 1 mois minimum, donc c'est vraiment le minimum, et je suis à 2% aussi, tu vois. Ouais. Donc je suis au même taux. Mais par contre, je peux pas reprendre mon argent avant 1 mois, tu vois. Exactement. Donc ça, c'est chiant. Et en dollars, c'est très élevé. Tu vois, les taux aujourd'hui aux États-Unis sont à 4%, un peu plus. En bons du Trésor américain? Absolument. C'est le double des bons du Trésor français? Absolument. C'est vraiment colossal. Mais c'est génial, ça, 4%. Historiquement, ça a toujours été plus élevé aux États-Unis, mais en ce moment, c'est particulièrement élevé. Tu vois, 2% d'écart, c'est vraiment... Je vais ramener mon argent sur Spyco, là, parce que... Alors attention au risque de change, tu vois, parce que c'est... Ah oui, parce qu'il y a le dollar. C'est un produit en dollars. Donc tu peux déposer en euros et retirer en euros sans frais de change. Donc on convertit automatiquement en euros-dollars. Quelle est la problématique? Évolution du taux de change. Si le dollar diminue? C'est ça. Tu vois, à l'instant T, tu rentres dans le produit, tes euros sont convertis en dollars, tes dollars vont en bons du Trésor. Tous les jours, tu touches des rendements en dollars à 4% annualisés. Le moment où tu vas vouloir sortir, si jamais le dollar s'est déprécié relativement à l'euro, tu vas avoir un effet change. Donc il faut que je regarde, là, il y a une autre, ça demande de regarder une autre information. Voilà. C'est le dollar par rapport à l'euro. Est-ce que je pense qu'il va monter ou baisser? Exactement. Là, c'est encore une autre analyse, quoi. Sauf à être mentalement très à l'aise à avoir une partie de ton épargne ou de ta trésor qui est en dollars parce que tu fais du business aux États-Unis, tu as des enjeux aux États-Unis, etc. Donc, on a plein de clients qui sont dans cette situation. Tu vois, la plupart de nos clients, ils n'utilisent pas notre produit dollar pour spéculer sur le risque de change. Il y en a qui le font, ils peuvent le faire. Mais il n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour générer des intérêts positifs en dollars, comme il le fait en euros, au taux sans risque américain. Et après, globalement, 4%, si c'est le double de ce que tu as en France, même si le dollar il baisse, il faudrait qu'il baisse de combien pour arriver à 2% En fait, c'est très volatile. Il baisse de 50%, ça veut dire? Donc, il y a peu de chances que le dollar par rapport à l'euro baisse de 50%. Oui, mais il faut faire attention. En fait, ça dépend de ton horizon de temps. Tu vois, nous, le dollar, les bons du Trésor américain rapportent 4% annualisés. Mais si tu veux, les fluctuations euro-dollar à la semaine ou même au jour le jour, elles vont pas être généralement d'autant, mais elles peuvent s'en rapprocher. Tu vois, dans des épisodes où il se passe des grands trucs dans le monde, etc., tu peux avoir des évolutions à la hausse comme à la baisse, ça peut aller dans ton sens, mais qui sont vraiment importantes, à un rythme beaucoup plus rapide, si tu veux, que les intérêts que tu vas toucher en dollars via les bons du Trésor US. Donc, si ton horizon de temps est long, si tu es confort à détenir des dollars, c'est un super produit. Si ton horizon de temps est court et que c'est de la trésor que tu vas in fine récupérer en euros, tu n'as pas envie de spéculer là-dessus. Tu vois, c'est trop volatile, le change. C'est vraiment un marché libre, pour le coup, le marché d'échange. C'est assez beau de ce point de vue-là. Très décentralisé, très libre, pure dynamique de marché.
Et donc, cette fluctuation, il faut vouloir vivre avec. Si tu es à l'aise, c'est bien, mais si tu l'es pas... Et les 300 millions d'euros, du coup, vous les avez récupérés, toi et Antoine, quoi? Ouais, ça a été pas mal. Ok. Enfin, non, tu vois, la réalité, c'est que l'organique, nous, on doit beaucoup au bouche à oreille, donc c'est surtout nos clients. Bouche à oreille. On a fait un petit peu de, comme on dit, de founder-led sales, tu vois, c'est surtout moi qui m'en suis occupé parce qu'Antoine, il est davantage sur le produit et les ops, même s'il en a fait aussi dans notre entourage. Mais c'est finalement, je pense, assez mineur par rapport à nos propres clients, si tu veux, qui en parlent, à des gens qui deviennent clients et qui s'auto-onboard. Donc là, maintenant, c'est bouche à oreille plus que le... Ah ouais, beaucoup plus. Et alors, du coup, maintenant que vous avez levé là, donc, 15 millions d'euros, oui. c'est pour les investir dans quoi? Ouais. Donc on fait notre série A, là, on close notre série A quand l'épisode sortira. Avec un des plus beaux fonds européens en plus. Oui, Index, qui est vraiment en fintech crème de la crème, tu vois, parce qu'ils ont fait Robinhood, ils ont fait Revolut, ils ont fait vraiment des super boîtes. Donc là, vous êtes backupé vraiment par le plus beau fonds de la place dans ce domaine-là. En fintech, en Europe, honnêtement, je pense que c'est sûr, et ils sont top niveau mondial aussi en fintech, de Ils manière vont avoir générale. des super conseils aussi pour vous. Enfin, c'est génial de les avoir. C'est génial. Ouais. Pour nous, ça nous accélère énormément. Leur réseau est immense. Donc et quand vous les avez pitchés, c'était pour faire quoi? Parce que, en fait, là, tu as le produit, tu as le product market fit. Donc maintenant, c'est pour accélérer, quoi. Oui. Et tu voudrais avoir combien de placements? En fait, une fois que tu auras fini de dépenser ces 15 millions, aujourd'hui, tu as 300 millions en gros que tu as capté, mais tu as réussi à les capter avec peu de moyens. Oui. Donc, en gros, avec 15 millions, combien tu penses que tu vas pouvoir récupérer Je pense que donc notre objectif actuel, en extrapolant la croissance organique et en supposant qu'on continue mois par mois à grossir autant qu'on a grossi depuis le début de l'année, ça va assez vite. On aura atteint 1 milliard de dépôts à la fin de l'année. Attends, j'ai pas compris ce que tu viens de dire. Si tu prends nos hypothèses de croissance organique, juste sans mettre de machine. Si vous n'aviez pas levé 15 millions, oui. Tu aurais atteint 1 milliard à la fin de cette année 2025. Voilà. On verra si on les atteint. Okay. Qu'on reste hyper humble et tout. Mais c'est la croissance organique si tu extrapoles notre rythme de croissance depuis le début d'année. Tu vois. En fait, on croit grosso modo. C'est ça, Product Market Fit, c'est quand tu as une traction comme ça organique 20% mois par mois. Et tu vois, 20% mois par mois sur la base actuelle, c'est 1 milliard en fin d'année. Mais vous n'avez pas de sales? Si, maintenant vous en avez. Depuis 1 mois. Ok. Le premier sales est arrivé il y a 1 mois. Et mais c'est un produit qui est quand même c'est un produit simple, tu l'as vu, tu vois, tu fais un onboarding en quelques clics. Ça demande beaucoup de réassurance, j'imagine que le discours commercial doit quand même être bien travaillé parce que... Voilà, souvent on a pas mal de clients qui veulent parler à quelqu'un, tu vois, c'est là aussi où les sales sont importants et le customer success, mais on en a beaucoup en fait qui, la plupart s'auto-onboard et ensuite on en a plein même qui utilisent le produit parce qu'ils en ont entendu parler dans leur entourage, etc. Ça. Ils s'auto-onboard. Ça, c'est fou. Ça, c'est une marque de succès énorme, je trouve. C'est la plupart de nos clients actuellement, tu vois. Et alors, du coup, 1 milliard, ok, en organique. Mais donc, du coup, là, avec la levée de fonds, etc., ton prochain objectif... Et l'objectif, c'est d'avoir... aujourd'hui, on a une typologie de clients assez large. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, les petites entreprises, les petites personnes morales, ça couvre plein de types de boîtes différents. Et donc, on a plusieurs verticaux, si tu veux, à adresser, avec des stratégies spécifiques sur chacune d'entre elles à construire, juste au niveau de la France. Et après, on veut ajouter l'Europe. Donc l'objectif d'Index, dont l'ambition est de construire des boîtes internationales, c'est que dans un premier temps, à minima, on devienne le plus vite possible pan-européen. Si tu veux. Donc qu'on ait du business en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. Peut-être au Royaume-Uni aussi. Donc ça, c'est l'objectif de la série A et l'objectif de cette levée de fonds. C'est structurer la machine d'acquisition sur la France et la déployer dans toute l'Europe. Internationaliser, en fait. Devenir un acteur européen. Européen. Uniquement l'Europe? Ouais. Pour l'instant, oui. Tu vois, les États-Unis, c'est un marché très différent. Il y a des barrières à l'entrée encore très importantes au niveau réglementaire. Et c'est un marché aussi plus mature. Donc, il y a une ambiguïté. Tu vois, d'un côté, c'est une population qui est beaucoup plus éduquée à ce qu'on fait. Oui. Donc, en fait, c'est plus facile d'avoir une adoption. Et en même temps, il y a beaucoup plus de concurrence. Ah ouais, c'est toujours ça, en fait. Toujours pareil. Dès que on parle des US, c'est toujours marché plus gros, mais 10 fois plus concurrentiel. Et un truc sur lequel j'insiste beaucoup aussi, c'est que nous, en fait, on n'a pas l'ambition d'être uniquement distributeur de nos propres produits. On a fait ça au début un peu pour amorcer la pompe, entre guillemets. Mais notre objectif, c'est on a une API, tu vois. On a 2 produits. On a une interface utilisateur que tu connais et on a une API. Et l'API, en fait, on veut l'offrir au plus de fintech possible pour construire un produit de placement de trésorerie dans leur propre interface pour leurs propres clients le plus simple possible. Donc, c'est un équivalent de, tu vois, comme un Swan, par exemple, te fournit une stack technique, un produit et une logique réglementaire pour très facilement construire un compte pro, avoir des cartes de paiement, etc. Nous, on veut faire la même chose pour le placement de trésorerie. Et on a déjà 2 fintechs françaises, un logiciel de placement de trésor et une banque néobanque B2B qui nous utilisent
avec l'API juste, tu vois. Ah, génial. C'est Ok. complètement marque blanche. Notre API leur permet d'interagir avec nos produits de façon complètement programmatique, de l'intégrer dans leurs propres produits comme ils veulent. Et ça, c'est super parce qu'en fait, ça leur permet de construire rapidement un produit de placement de trésor. Et nous, d'un point de vue partenariat, développement, si tu veux, on peut Ah bah adresser oui. beaucoup plus vite le Ah oui, marché. ça c'est génial ça. Et est-ce que tu penses que même demain, il pourrait y avoir des, je sais pas, des CGP ou des machins, tu vois, des conseillers en gestion de patrimoine qui diraient bah, tiens, tu devrais mettre 20% de ton patrimoine global en SPICO. Ouais. Le problème de l'industrie des CGP, malheureusement, c'est mon opinion personnelle, tu sais, c'est qu'elle vit quand même beaucoup des rétrocommissions. Bien sûr. Donc en fait, Oui, c'est pas globalement, il y du aurait tout le peu cas de tous les d'intérêt. CGP. Et je le souligne vraiment, tu vois, il y a plein de CGP Bah, qui si, quand travaillent aux même, c'est un honoraires. business model. Enfin, tu vas pas proposer un truc où tu n'as pas une rétro. Enfin, T'en as qui travaillent uniquement aux honoraires. Mais malheureusement, c'est Ok. pas la norme en France. C'est la norme dans beaucoup de pays. Tu vas au Royaume-Uni, etc. Tu as un modèle de conseiller en gestion de patrimoine ou en placement de trésor aux honoraires. Donc, C'est en pas le fait, plus répandu en tout cas en France. pas du tout. Pas du tout, du tout. Et ça, comme nos produits sont extrêmement peu margés, ça rend l'intégration D'accord. avec le réseau des CGP français pas extrêmement simple. Donc honnêtement, on en a déjà, mais c'est des gens qui viennent nous voir et qui sont quasiment systématiquement sur un modèle d'honoraires, ou en tout cas qui, pour le produit de placement de trésorerie, sont pas sensibles à l'aspect rétrocom. On peut en faire, tu vois, mais en fait, on a un produit qui est bien pour le client final, qui est peu margé, donc il n'y a pas beaucoup de gras sur lequel manger. Donc là, les 15 millions d'euros de levée, c'est pour s'internationaliser, devenir un acteur européen. Est-ce que c'est les mêmes réglementations, par exemple, si tu veux attaquer l'Allemagne, où tu as d'autres agréments à avoir, parce que tu vois, il y a l'AMF en France, Oui. mais du coup, tu vas peut-être devoir choper l'agrément de l'équivalent de l'AMF en Allemagne. Écoute, au niveau des produits, c'est-à-dire des fonds monétaires eux-mêmes, ce qui est bien, c'est que c'est l'AMF qui, ou n'importe quelle, on appelle ça les autorités compétentes dans l'Union européenne, et en France c'est l'AMF, elle délivre des agréments européens. Donc il y a un process quand même pour le passeporter. C'est comme ça qu'on appelle le processus de étendre la distribution dans un autre pays de l'Union européenne. Mais c'est quelque chose qui est facile à faire pour des fonds monétaires, une fois que tu as l'agrément européen délivré par un pays de l'Union, en l'occurrence nous la France. Donc l'extension, si tu veux, en Allemagne de ce produit, elle est assez simple. La partie qui est un peu plus compliquée, sans que ce soit la mer à boire honnêtement, c'est l'extension de notre agrément de distributeur. Donc, tu vois, je te disais, en tant que, on est un courtier, on est un distributeur. C'est le prospectus dont tu parlais ou... Non, le prospectus, pour le coup, c'est pour les fonds, c'est pour les produits. Okay. Ça, il est européen, si tu veux, très facilement, un peu par nature. En revanche, l'agrément qui te permet de distribuer, en l'occurrence des fonds monétaires ou n'importe quel instrument financier, c'est un agrément qui est potentiellement européen, mais aussi potentiellement juste franco-français. Aujourd'hui, on en a un qui est que franco-français. Prochainement, on va l'étendre pour avoir l'agrément européen. Et là, on pourra facilement aller en Allemagne. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on opère en tant que distributeur actif, si tu veux, sur le marché français. On peut avoir des clients étrangers qui viennent nous voir et qu'on onboard, pour lesquels on crée un compte. Mais il faut que ce soit eux qui viennent nous voir. Tu vois, on ne les sollicite pas directement. Il y a des pays qui sont plus propices que d'autres, justement, à comprendre ces logiques de mon argent dort à la banque, il n'est pas placé, tout ce dont on s'est parlé dans le podcast aujourd'hui. Tu vois, est-ce qu'il y a des cultures ou des pays qui sont plus révoltés de ça et du coup qu'il faudrait attaquer en premier versus d'autres encore à l'ancienne plus Globalement, je pense que le constat, c'est que le marché européen est très peu mature de ce point de vue-là. Et donc, il y a de la place partout. Et après, se pose la question de, effectivement, tu vois, est-ce qu'il y a un peu des traits culturels ou que sais-je qui font que les gens sont plus aptes à considérer une fintech, etc. Je pense que c'est pas mal le cas au Royaume-Uni, par exemple, où c'est connu que dans le monde, tu vois, de l'assurance, des services financiers en règle générale, il y a une appétence à tester des nouveaux produits et un churn assez élevé. Et donc une conversion sur des produits supérieurs qui peut être plus rapide. Le Royaume-Uni, malheureusement, n'est plus dans l'Union européenne. Donc tu vois, les enjeux réglementaires à se développer au Royaume-Uni ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à se développer en Allemagne, par exemple. Ouais, honnêtement, on est sensible à ce sujet. Je pense que c'est une super bonne question. On n'est pas extrêmement mature, tu vois, sur quels sont les pays. Et il y a d'autres considérations aussi pour choisir le pays où on veut se développer, tu vois, le potentiel de marché, etc. Sur lesquels la barrière culturelle est plus ou moins forte. On commence à avoir un peu des données parce que tu vois, on a quand même des startups, des PME, des personnes morales d'autres pays que la France qui viennent nous voir parce qu'ils ont découvert notre site. Et donc, on voit un petit peu dans nos données, si tu veux, même si c'est des petits échantillons, des premiers signaux. Mais c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on réfléchisse pas mal. Ouais. C'est quoi les next steps du coup pour SPICO en termes de produits? Est-ce que vous allez proposer d'autres choses que des bons du trésor? Oui. Ou vraiment l'idée c'est de scaler le modèle et il ne va pas y avoir de nouveautés technologiques ou produits Il y a 3 trucs que j'aimerais te partager. Un, il y a le fait d'être sur pas mal de devises différentes. Donc aujourd'hui, tu vois, on s'est lancé que sur l'euro et le dollar. On va rapidement ajouter le GBP, la livre sterling, Royaume-Uni.
Se pose la question ensuite, tu vois du franc suisse potentiellement, du yen, etc. Et la question de quels sont les taux dans ces pays. Par exemple, en Suisse, les taux sont extrêmement bas. Au Japon, les taux sont extrêmement bas aussi. Donc l'intérêt de nos produits est moins fort. Tu vois, la proposition de valeur est moins claire. Tu peux donner un accès à la devise dans un produit très sûr qui conserve bien le cash, mais tu offres une proposition de valeur moins forte que sur du dollar ou sur du GBP où les taux sont vraiment très élevés. Après, ce qui est cool d'être un peu partout, c'est que s'il y en a un qui monte, après, t'es indexé dessus. Oui. Donc ton client peut y avoir accès. C'est clair, c'est clair. Et Ça, c'est tu sympa. vois, on veut être agile en fonction de l'évolution des taux, pouvoir lancer rapidement des devises. Donc c'est clair qu'on veut être multi-devises. On veut être aussi... On a tout un chantier aussi de développement de nouvelles features pour rendre nos produits encore meilleurs. Tu vas améliorer ce qu'on se disait tout à l'heure sur la liquidité, le versement des intérêts. Tu vas pour avoir l'expérience la plus incroyable possible. C'est vraiment UX design, avoir le plus beau produit. Exactement. Rendre l'interaction avec ton compte bancaire ou ton compte de paiement complètement seamless. Parce que ça aide au niveau de la réassurance. Si tu as une interface vraiment de très haut niveau, on va dire, je pense que ça réassure le client aussi. Donc ça, on bosse énormément dessus. Tu vois, on a pas mal de features sympas dans la roadmap pour améliorer ça. Donc gros axe, tu vois, sur le scope de produits existants ou qu'on va lancer demain sur d'autres devises, d'amélioration de la liquidité, de l'interaction avec les comptes bancaires ou de paiement. Et l'autre axe, c'est le lancement d'autres produits de placement de trésorerie qui sont cette fois... En fait, il n'y a pas de miracle. Tu dois faire des trade-offs. Soit tu as un produit sans risque, liquide tous les jours. C'est ceux qu'on a lancés en premier. C'est les plus basiques. C'est ceux qu'on veut garder, évidemment. Soit tu as des produits qui font deux autres types de compromis. Du compromis sur la liquidité. Donc, tu vas dire, bon, bah, là, tes fonds sont immobilisés 1 mois, 3 mois, 6 mois, ce qui est le propre des comptes à terme. Soit offrir des produits qui prennent du risque de crédit. Donc, tu vois, quand tu places de l'argent dans un compte à terme au-delà de 100 000 €, tu as un risque de crédit sur la banque. Quand tu places de l'argent dans un titre de dette émis par une entreprise, une obligation par exemple, tu as un risque de crédit. Si c'est une très belle entreprise, une très belle banque, tu diminues ce risque beaucoup, mais tu as toujours une petite prime, tu vois, donc tu as des intérêts plus élevés. Donc on va couvrir ça, parce que tu vois, on a des clients de plus en plus sophistiqués, avec des trésors de plus en plus importantes, qui sont complètement OK avec le risque de crédit sur une partie de leur trésor du moment qu'il est raisonnable, complètement OK avec immobiliser les fonds sur une partie de la trésor du moment que ça correspond à leur horizon de déploiement de cash, etc. Donc on va compléter, si tu veux, la gamme de produits actuels avec des produits de ce type. Okay. Prochainement, on va lancer un premier produit assez sympa, qui est un peu une expérimentation. C'est nouveau comme truc, mais je pense que ça va être vraiment... Tu peux nous en dire un peu plus en exclusivité? Ouais, avec plaisir. Donc c'est un peu dans la même logique que ce qu'on a fait avec les fonds monétaires, qui sont des produits assez instits aujourd'hui en Europe, essentiellement accessibles par les grands groupes et les grosses institutions financières. Assis sur des bons du trésor. Tu as d'autres types de produits qui sont mainstream dans le monde de l'allocation de cash des acteurs instits, des hedge funds, des grosses sociétés financières sophistiquées, qu'on appelle les produits de cash and carry. Ces produits-là, en fait, c'est des produits qui exploitent des arbitrages entre les marchés, sur des matières premières, entre les marchés au comptant, donc l'achat d'une matière première à l'instant T, et des marchés à terme terme étant du court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, sur ces mêmes marchés. Et tu observes en fait dans les marchés de matières premières qui ont des courbes à terme, donc d'évolution de prix croissante, tu as des arbitrages évidents entre le spot, le comptant et le court terme. Et la capacité à aller saisir ces arbitrages facilement, c'est complexe. Tu vois, c'est un peu comme la capacité à aller acheter des bons du trader directement et gérer le portefeuille. Et ben, c'est quelque chose qu'on veut faire et productiser pour en faire l'abstraction pour le client et l'offrir dans un produit simple. Donc on va lancer un produit. Il y a des bons taux là-dessus ou pas? Très bon taux sur certaines matières premières. Ok, donc très, du coup ça... Complètement. Je prends comme des espèces de cuts, j'ai l'impression, comme un produit structuré. Le type de produit, ça va être le même type de produit qu'actuellement, sauf que ça va être un fonds. Tu vois, donc un produit de placement collectif. Okay. Tu acquiers des parts de ce fonds et le fonds a une stratégie. Tu vois, donc comme le fonds monétaire va faire du placement en monde du trésor, le fonds de cash and carry va faire de l'exploitation de ces stratégies d'arbitrage entre le spot et le terme sur des matières premières, spécifiquement sur des matières premières où c'est intéressant. Et comme tu le dis, tu accèdes sur ce type de matières premières à des rendements qui peuvent être vraiment plus élevés que ce qu'on appelle le taux sans risque, qui est le taux des bons du trésor. Et donc, c'est des produits assez intéressants. Tu vois, est-ce que c'est sans risque là? C'est sans risque directionnel. En fait, ces stratégies, elles sont construites pour que tu n'aies aucune exposition à l'évolution de prix, à la hausse comme à la baisse de la matière première sur laquelle tu le fais. Pourquoi? Parce que tu achètes au même instant une quantité X de matière première au comptant et tu vends à terme au même instant une quantité X de cette matière première. Okay. Donc que cette matière première évolue à la hausse ou à la baisse dans le temps, tu t'en fiches complètement. Okay. Donc tu n'as pas de risque de marché, tu vois, d'évolution directionnelle au prix de la matière première, tu ne spécules pas sur la matière première. Tu exploites juste le différentiel de prix entre le spot et le terme et tu locks ce taux, tu vois, qui a un rendement sur ton cash, sur ta trésor. Okay. Maintenant, c'est des produits
des stratégies d'exécution plus complexes, si tu veux, que simplement acheter des bons du trésor et racheter des bons du trésor. Ok. Donc, en ce sens-là, c'est un produit moins simple et plus risqué, j'ai envie de dire, que le produit de bons du trésor qu'on vend aujourd'hui. Je pense que tes clients ils vont vouloir aller sur des produits peut-être un peu plus risqués que les bons du trésor. Je suis sur une partie de notre clientèle, c'est sûr. Tu vois. Ou alors ils vont arbitrer, quoi. Ils vont mettre par exemple 10% là-dedans. Ou... Exactement. Les gens vont pouvoir déjà choisir. Et du coup, à la fin, dans l'interface de Spyco, on aura limite comme on peut l'avoir dans une banque, un camembert où en gros, tu sais que par exemple, tu as 20% du bon des trésors français, 50% du trésor américain. Exactement. Et du coup, il doit rester 30%, là, En cash and 30% sur des matières premières. En cash and carry. Voilà, en cash and carry. Et du coup, après, tu as ton taux global. Tu vois, ok, donc Spyco va vers ça. Oui, on veut être une interface, tu vois, enfin, en gros, soit une interface, soit une API pour accéder aux meilleurs produits de placement. Pour gérer ta trésorerie. C'est ça. De la meilleure des manières. N'importe quelle devise, n'importe quel type de Est-ce placement. que tu penses que tu auras des conseillers chez Spyco, en gros, qui t'aideront à te faire comme un petit peu le font les gestionnaires de patrimoine? C'est possible. Ouais. Nous, Okay. on veut quand même. Qui accompagne, tu vois, si tu as une grosse fortune demain qui met 100 millions d'euros chez toi, tu vois, il a besoin d'un conseiller en face qui lui arbitre, tu vois. Alors, déjà, aujourd'hui, on fait du conseil en investissement financier parce qu'on est CIF, tu vois. Donc, c'est un métier qu'on fait déjà. La question de savoir si est-ce qu'on voudra le faire tout le temps et dans le futur, honnêtement, c'est une question un peu ouverte. Okay. L'ADN de la boîte, c'est quand même d'être une boîte de tech, de produits, que le produit soit hyper simple, que les gens le comprennent facilement. Ce sera plutôt distribué par des gens qui font ça et l'interface, c'est eux qui l'utiliseront potentiellement du coup. Exactement. Je pense que c'est un métier en fait en tant que tel, le conseiller en investissement financier. On l'a fait pour démarrer parce qu'il fallait le faire. Est-ce qu'on le fera tout le temps? Je suis pas sûr. Tu vois, tu as des gens qui sont peut-être meilleurs que nous et qui feront ces camemberts. Bien sûr, c'est des gens qui sont déjà en place depuis toujours, qui seront un petit peu tes distributeurs, tes prescripteurs. Exactement. Et est-ce que tu pensais sur d'autres produits, un petit ETF ou pas du tout? Je me posais la question. Écoute, c'est possible. Genre, par exemple, je sais pas, un MSCI World ou un truc comme ça, c'est les 1500 entreprises, ce genre de produits assez connus du grand public aussi. C'est vraiment pas exclu au sens où, fondamentalement, ce qu'on fait, tu peux le voir comme améliorer la plomberie financière. Et si on est capable de le faire sur des fonds monétaires, sur demain d'autres produits de placement de trésorerie, pourquoi on ne serait pas capable de le faire sur n'importe quel instrument financier? Et donc un fonds action, un fonds obligataire, directement une obligation, que sais-je. Mais ça ne sera jamais aussi fiable que le bon du trésor, en tout cas. C'est ça. Et aujourd'hui, on est quand même un produit de placement de trésorerie. Notre ADN, c'est ça. Tu vois, on est connu pour ça. On n'a pas envie d'ajouter du risque tout de suite, en tout cas dans notre interface. Tu vois, le produit de cash and carry qu'on fait, ce n'est pas un produit de spéculation sur l'évolution du prix des matières premières. C'est vraiment un produit juste d'exploitation des arbitrages qui existent dans ce marché pour générer du cash sur de la trésor de la façon la moins risquée possible. Et le produit, tu vois, il est rigolo parce que la stratégie, elle est construite pour quand l'opportunité d'arbitrage existe au-dessus du rendement du bon du trésor, elle se positionne dessus. Quand l'opportunité n'existe pas, elle reste en bon du trésor. Donc en fait, il y aura des périodes où même dans le cash and carry, nos clients, un tiers de l'année, disons, seront de fait en bon du trésor parce que l'arbitrage cash and carry, qu'on appelle le basis trade dans le jargon, ne sera pas supérieur au rendement du bon du trésor. Et tu vois, donc c'est déjà un produit avec un peu d'intelligence, si tu veux, dans l'esprit de ce que tu disais avant. Tu vois, en fait, idéalement, j'ai envie d'un produit qui va toujours chercher là où est le meilleur rendement, avec le moins de risque possible. Et je trouve ça génial aussi pour les boîtes internationales, pour le coup, parce que justement, tu passes d'un pays ou d'un autre, etc., sans avoir besoin de revendre, etc. Ça, j'aime bien aussi. Je trouve que c'est un gros avantage que peu de gens ont. Ça s'adapte bien. Tu vois, s'il y a des groupes internationaux qui nous écoutent, tu vois, ça s'adapte bien quand tu as des comptes un peu partout, tu vois, en Europe. Exactement. Je pense pratique. Que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur notre technologie, elle permet une meilleure transférabilité du cash. Tu vois, c'est quand même ça l'avantage, en l'occurrence, de ce qu'on a construit. Au-delà de l'accès auto sans risque et tout, qui est déjà un énorme pain point en tant que tel. Tu vois. Mais pour une boîte un peu sophistiquée, une grosse PME, une ETI avec plusieurs géographies, évidemment un grand groupe à terme. Et c'est rigolo, mais on discute déjà avec quelques trésoreries de grands groupes sur ce cas d'usage précisément. Le reste, en fait, les fonds monétaires, ils ont déjà accès. Tu vois. Donc c'est pas révolutionnaire du tout pour eux ce qu'on fait en termes de proposition de rendement. Ça l'est pour des petites structures, ça l'est pas pour des grosses. Heureusement pour eux et malheureusement pour les petits. Tu vois. Mais en termes de transférabilité du cash, grâce à l'infrastructure qu'on a construite, là, pour le coup, c'est un sujet pour les grands groupes parce que le cash pooling, le transfert de cash entre géographies, entre différentes juridictions, c'est un gros sujet. Ça, c'est un gros sujet. Et finalement, seule la blockchain te permet ce truc-là. La tokenisation, ça, c'est vraiment la grosse innovation, je trouve, de Spyco parce qu'en fait, tout est dans la même base de données. Du coup, tu peux bouger un peu partout et t'es pas... Exactement. Et de le faire aussi avec un fonds monétaire et pas avec un dépôt bancaire. Parce que le problème du dépôt bancaire, c'est qu'en fait, tu as rarement des banques qui sont présentes dans toutes les juridictions. Tu as même les plus grosses banques du monde.
vont pas être partout. Et donc, en fait, un grand groupe peut se retrouver avec une juridiction donnée sans nécessairement qu'elle soit hyper exotique, ou sa banque principale ou ses banques principales ne le sont pas. Tu vois. Et l'intérêt du fonds monétaire, c'est que du moment que tu peux onboarder une entité dans la juridiction donnée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sous sanction globalement, tu peux lui permettre de souscrire dans le fonds monétaire et ensuite utiliser la part de fonds monétaire pour transférer du cash. Le fonds monétaire étant un équivalent cash d'un point de vue comptable vers une autre structure. Ça, c'est pratique. Si des gens veulent placer leur argent sur Spyco, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Je mettrai en description de la vidéo YouTube ton LinkedIn, le site internet Spyco. C'est ça. C'est ça le mieux. C'est ça le mieux, ouais, ils peuvent te contacter. Absolument. On a une adresse contact aussi, contact@spyco.io. Moi, je pense vraiment les boîtes qui lèvent des fonds, surtout, c'est vraiment le use case idéal, je trouve, au début. Tu vois. Déjà, tu viens de lever des fonds, tu passes ton argent, après on voit. Mais il y a tellement de boîtes. Alors ça, c'est marrant, j'ai une histoire. Je ne vais pas la nommer. C'est une des boîtes qui a le plus levé, parce que c'est un copain à moi. Donc voilà, c'est une des licornes françaises, il faut la trouver. Et il m'avait raconté qu'il s'était un peu frité avec ses investisseurs, parce que quand il avait reçu l'argent, c'était une levée de fonds c'était plus que 100 millions d'euros, quoi. Ouais. Et genre, lui, il s'est dit, bah vas-y, il faut que je place mon argent, tu vois. Et genre, il m'avait montré les emails. En fait, les investisseurs avaient refusé en mode, t'es pas un investisseur, on l'avait retoqué, tu vois. Et au final, on parlait de sommes vraiment énormes. Et en fait, juste de les placer, c'était déjà colossal, en fait, comme rendement. Oui. T'imagines, par exemple, 100 millions d'euros, même 200 millions. Tu fais 2 millions par an, derrière. Ah ouais. Juste à 2%, quoi. Ouais, à 2%, même, tu fais entre 2 et 4 millions, du coup, là, si c'était 200 millions. C'était vraiment une grosse somme. Ouais. Et on lui avait refusé. Et c'était un placement sans risque. On lui avait refusé. Ouais, ça, c'est fou. Hein. Je pense que maintenant, nous, on échange beaucoup avec les VC, tu vois, parce que c'est aussi évidemment un moyen de leur expliquer ce qu'on fait et de leur expliquer la proposition de valeur pour leur portefeuille. Je pense que cette attitude, elle a vraiment changé, tu vois. Il y a eu plusieurs étapes, c'est rigolo, parce que SVB, dont on parlait tout à l'heure, a été une prise de conscience d'ailleurs chez les VC qu'avoir son argent dans une banque, bon, ça pouvait... voilà. Et post-SVB, il y a eu les fonds monétaires comme nous se sont beaucoup développés. Les banques qui créent, ou les structures qui permettent de créer plein de comptes dans plein de banques et de spread the risk, tu vois, se sont beaucoup développés. Et les VC sont super sensibles à ça maintenant. Plus le taux d'intérêt qui est positif, le taux sans risque, font que en fait, pas placer ton argent, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Évidemment, il ne faut pas le placer dans des trucs risqués. La règle numéro 1, c'est que tu veux des intérêts positifs tous les jours, tu veux que ton cash soit alloué dans un truc super safe. Mais je suis assez persuadé que le fonds monétaire est le meilleur produit qui existe. Tu as ton argent en banque dépositaire, investi en bon du trésor, qui rapporte des intérêts tous les jours, toujours dispo. Non, mais là, l'investisseur, il devait avoir une barrière mentale en mode qu'est-ce que tu vas placer l'argent? Il a entendu placement, il s'est tout de suite dit, alors que c'était un truc un peu sans risque. Mais en tout cas, voilà, les gens qui nous écoutent, qui ont leur argent en tout cas en compte à terme, là, pour le coup, il faut vraiment qu'ils viennent chez toi dans le sens où il n'y a pas de. En fait, tu as la même chose, sauf que tu as la liquidité immédiate. Donc, et j'ai fait le cas, je t'ai dit, j'ai un compte à terme là, d'1 mois placé à 2%. Parce que l'argent n'est pas disponible. Donc ça, c'est l'autre gros avantage. Donc, je mettrai les liens en description. Plus, tu as la question de, je trouve, avec les comptes à terme, tu as la dispo et puis tu as aussi l'ouverture, c'est souvent pénible. Ça ne roule pas automatiquement. Enfin, tu vois, tu passes souvent. Et après, quand tu veux le renouveler, il faut rappeler le banquier. Il n'y a pas toute la tech aussi. Tu dois le renouveler à chaque fois, appeler le banquier, re-signer de la documentation. Exactement. Et plus demain, je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent, ou les particuliers, d'ailleurs, on est ouvert aux particuliers aussi, qui ont un peu d'épargne. Alors, en particulier, remplissez déjà d'abord vos livrets A et LDDS, je crois qu'ils s'appellent ainsi, parce qu'ils sont défiscalisés. Donc c'est le plus intéressant. Ah oui, tu as raison. Il faut surveiller l'évolution des taux, parce que c'est des décisions politiques. Il faudrait regarder là, le livret A, combien il est, tu vois, en ce moment. Mais... faut surveiller ça. Mais le livret A, je ne suis pas sûr qu'il soit à 2% là. Je pense qu'il est un peu en dessous, je devrais le savoir, tu vois. Mais en tout cas, comme il est défiscalisé, tu as quand même un avantage important. Peut-être. Mais bon, après, il est capé, le livret A. Il est capé. Je ne sais plus à combien, mais... 30 000, je crois, c'est l'ordre de grandeur. Donc, remplissez les livrets A. Et puis, une fois que le livret A est... quand les taux sont suffisamment intéressants, il faut faire le calcul, tu as raison de le dire. Et ensuite, au-delà du livret A, c'est fonds monétaires pour la trésor liquide qu'on veut pouvoir utiliser tout le temps. Ça. Super. Écoute, merci pour ton temps. Je suis content. Je suis un des premiers à te recevoir. Je pense que va y avoir une grande... va y avoir une suite, à mon avis, avec pas mal de gens qui vont vouloir t'inviter. Je suis content d'avoir été le premier parce que je crois beaucoup dans ton projet. Je pense Spyco, c'est une fintech dans laquelle on va continuer d'entendre parler énormément dans le futur. Et moi, je suis là pour vous faire découvrir un petit peu les pépites. Donc je suis content. Donc, je mettrai les liens en description YouTube, ton LinkedIn, le lien du site. Et puis, tu me diras s'il y a une entreprise qui vient grâce au podcast. Carrément.
Ça serait génial. Pour le recrutement aussi, j'insiste, on recrute en ce moment. Pour le recrutement aussi, ouais. Tu recrutes sur quel poste? Je recrute en gros, toute la partie marketing, grosse marketing. Okay. Dans mon audience, il doit y avoir ça, donc ça, c'est pas mal. Des sales, des gens qui sont intéressés par le business développement, des gens qui sont intéressés par faire de la user research aussi, pour bien comprendre les comportements des clients, de placement de trésor, etc. Des gens qui sont intéressés par le produit, des ingénieurs, on recrute pas mal d'ingénieurs en ce moment. Ah ouais, ok. Donc, de la compliance, du customer success, tous les postes. Ok, génial. Bon, bah écoute, on sort l'épisode et puis n'hésitez pas à postuler chez Spyco. En tout cas, encore merci pour ton temps. C'était cool de pouvoir aller aussi dans la technique. La tokenisation en fintech, c'est quand même pas si commun encore et je pense que ça va se répandre. Donc ça, c'est super intéressant. Fintech Web 3, un petit peu, on peut dire. Voilà. Encore merci Paul-Adrien et puis à bientôt. Merci pour ton invitation. À bientôt.